Maggie! Oh my goodness me! Bonjour, Maître Frédéric Fayet. Très content de te rencontrer aujourd'hui dans notre quatrième épisode de Randonnée avec Alexis. Je suis Alexis Tadufo, ancien international. J'ai un peu fait du judo dans le temps et j'ai été l'élève de ton élève en la personne de Maître Diente Léopold. Je suis très content de te rencontrer aujourd'hui et pour la plupart de nos auditeurs, ils vont être surpris d'entendre ton nom et c'est donc l'occasion de leur dire qui tu es. Qui est Maître Frédéric Fayet? Bonjour Alexis. Moi je suis un judoka avant tout. Tu t'es présenté en tant que judoka, donc j'en suis également un. J'ai commencé le judo à l'âge de 7 ans. J'ai fait du judo d'une manière, on va dire, anecdotique, 2 fois par semaine jusqu'à 21 ans, jusqu'au moment où je suis parti au service militaire, qui à l'époque c'était une obligation pour chaque petit Français. Et là j'ai eu la chance de partir dans une région à Orléans, où il y avait une section sportive militaire. Et là, j'ai découvert le judo et l'entraînement tous les jours, le judo du haut niveau. J'ai rencontré un homme qui s'appelait Yves Delvin, qui était vice-champion du monde, champion d'Europe, et qui m'a dit, si tu veux être champion, suis-moi. Alors, j'ai suivi cet homme. Comme toi, tu parlais, tu m'as dit, ton élève Ediente. Eh bien, figure-toi que j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont montré la voie. Je me suis entraîné avec lui pendant 2 ans, puis je suis rentré en équipe de France très tardivement, à 23 ans, 24 ans, alors que les autres rentraient plutôt à 16-17. Voilà. J'ai fait une petite carrière pendant 6-7 ans, j'étais international, j'étais numéro 3 français, et un jour, il y a une opportunité pour un poste sur l'île Maurice. Je me disais que finalement, j'avais 28 ans, que mes perspectives, c'était au mieux peut-être une sélection au championnat d'Europe, parce que j'étais en train de petit à petit monter, grimper et en passe d'être numéro 1. Donc, je suis parti à l'aventure à l'île Maurice. Et là, on m'a proposé un challenge très intéressant, c'est-à-dire d'obtenir des médailles, alors que j'étais arrivé sur un terrain où il n'était pas un terrain de judo. Voilà. À partir de ce moment-là, j'ai bossé avec un ministre, sous l'autorité directe d'un ministre des Sports, qui m'a donné quelques moyens, qui m'a donné les moyens de mettre en application ce que je croyais, qui m'a donné les moyens de faire mon expérience. Et avec Maurice, assez rapidement, on a organisé les championnats d'Afrique et on a obtenu des champions d'Afrique, des championnes et plusieurs médailles, alors que Maurice, c'était inconnu sur la carte du judo africain. Et avec Maurice, en organisant le championnat d'Afrique, j'ai rencontré le président de Palemfo, de l'Union africaine de judo. J'ai rencontré les gens de l'ambassade de France. Et puis à l'époque, il y avait ce qu'on appelait un ministère de la coopération française, ministère qui avait été mis en place pour aider à la décolonisation, pour accompagner le développement en Afrique. Et quand un poste s'est créé, on me l'a proposé. Et on m'a proposé où? Au Cameroun. Et voilà que j'ai débarqué sans connaître l'Afrique, sans connaître le Cameroun, en 1995, avec une mission de développement du haut niveau en Afrique. On me suit très bien la justification. On m'a dit pourquoi faire du haut niveau, pourquoi faire du judo. On m'a dit que ça peut être un facteur de cohésion nationale. Voilà. Dans des pays où on m'avait expliqué que les frontières avaient été un peu tracées, pas toujours avec grande cohérence. Donc, on m'a dit, voilà, le sport et le foot, franchement, ça draine les foules, ça unit les foules. Donc, peut-être que le judo, ça pourrait faire pareil. Et donc, je suis arrivé à Yaoundé en 1995 et j'ai travaillé pendant 6 ans avec le Cameroun. Et puis ensuite, j'ai muté au Gabon, toujours en travaillant avec l'Union africaine de judo, en travaillant avec les différentes fédérations, avec cette idée de construire du haut niveau. Et puis, je suis rentré à l'âge de 40 ans en France. J'ai intégré le ministère des Sports français et là, j'ai fait une carrière classique de cadre technique de la Fédération française de judo. Je me suis d'abord occupé d'une région en Alsace, puis je suis revenu sur la région parisienne. Je me suis occupé d'un département, d'une région, et puis aujourd'hui, je m'occupe également d'une équipe nationale de kata. Alors pourquoi le kata? Parce que quand on vieillit, quand on commence à avoir mon âge, c'est-à-dire 61 ans, eh bien, on vous donne des missions correspondant à mon âge. Donc aujourd'hui, voilà, je suis responsable des équipes de France de kata, du développement du kata au niveau national. Je m'occupe du sportif en Île-de-France. Bon, l'Île-de-France, c'est quand même gros, hein. C'est quand même 100 000 licenciés. Voilà. Et puis, je coordonne un département qui est le département, on va dire, le plus riche de France, qui est les Hauts-de-Seine. Voilà, j'ai ces 3 missions. Et puis, même à côté, j'ai un club. Pourquoi? Parce que mes missions de chef de projet ne me permettent pas de faire du judo et que j'aime encore faire du judo, alors j'ai aussi un club.
Voilà qui est Frédéric Feuillet, un homme qui a travaillé avec les Camerounais pendant 6 ans. Et je suppose que tu vas me poser de nombreuses questions. Voilà. Oui, absolument, absolument. Je suis aussi curieux que nos auditeurs. Et la première question que je vais te poser, c'est de l'île Maurice au Cameroun. euh, j'ai l'impression que le séjour était assez bref. Pourquoi ça a été bref ou qu'est-ce qui s'est passé pour que je te dise que ton challenge en île Maurice était terminé? Là, je parle vraiment de ta première mission outre-mer. Bon, c'est très simple. J'étais ce qu'on appelle en contrat local, c'est-à-dire embauché par le ministère mauricien. Et j'étais là-bas à cause de la volonté d'un ministre qui aimait le sport, ce qui est assez rare, un ministre des Sports qui aime les sports. En général, les ministres, c'est plutôt des politiques. Là, c'était un vrai sportif. Et il avait été humilié en arrivant à son ministère sur des Jeux des îles. C'était une petite, voilà, c'était une petite compétition. Il est humilié parce que l'équipe de judo avait pris 7-0, 70-0. Donc il s'est dit, c'est pas possible. Et je crois que c'était pareil dans d'autres disciplines. Il s'est dit, je vais faire venir des experts. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec ce ministre, avec un Bulgare pour l'haltérophilie, avec un boxeur qui venait de Cuba, etc., etc. Tout marchait bien tant que le ministre était fort. Mais on sait bien que les ministres, ça ne reste pas éternellement en poste. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans et demi, 3 ans, au bout de 3 ans, mon ministre est devenu faible. Il faut savoir que les médias mauriciens ont la même fibre que les médias anglais. C'est-à-dire ils vont vraiment chercher la petite bête et ils sont vraiment agressifs quand ils veulent descendre quelqu'un. Donc ce ministre est devenu faible. En réaction, on l'a attaqué sur, bien sûr, la présence des étrangers à l'île Maurice. C'était assez facile. Sur nos salaires dits mirobolants qui ne l'étaient pas. Mais voilà, on n'était que là-dessus. Et en réaction, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé nos salaires de 30%. Qu'est-ce que tu fais quand tu as bien bossé, quand tu as des résultats et que tu as des opportunités et qu'on baisse son salaire? Bah, tu regardes à droite et à gauche. Et là est arrivée cette opportunité dont je t'ai parlé, que j'avais un petit peu préparé, d'avoir un poste en Afrique payé par la France, par un ministère français et de surcroît bien payé. Voilà. Voilà pourquoi, au bout de 3 ans et demi, je suis parti pour une opportunité meilleure, alors que le contexte précédent commençait à se dégrader. Voilà, voilà. Mais 3 ans et demi à l'île Maurice ont fait déjà beaucoup de choses, surtout quand on a un appui politique et financier fort. Et t'as beau, quand tu arrives, t'as beau ne rien avoir, et bien, quand tu as un appui, et tu fais de nombreuses choses, et franchement, à Maurice, on a travaillé très vite et très bien. Voilà. On peut c'est bon. Ok. Jusqu'aujourd'hui, on peut voir les résultats parce que les fondations sont toujours présentes. L'île Maurice est restée une place de judo et c'est quand même assez singulier. Je pense que ça s'est aussi propagé jusqu'à Madagascar. Je peux dire que le travail n'a pas été perdu. Les fondations apparemment étaient très profondes. Et ça m'amène à te demander, oui, vas-y. Oui, pour une raison simple, c'est qu'avant de partir, j'ai positionné dans le ministère des Sports mes meilleurs athlètes. Mes champions d'Afrique, je les ai mis dans des postes au ministère pour diriger le judo. Donc, il y a une continuité. Puis après moi, il y a quand même eu un autre Français, qui s'appelle Pascal Taillot, qui a pris le relais. Après, ils ont eu un Japonais. Bon, c'était plus difficile. Mais bref, à partir du moment où tu mets tes élèves dans des postes clés, eh bien, forcément, l'action perdure. Et puis, il y a eu aussi cette action d'autres personnes, d'autres experts qui sont venus. Et je dirais que le soufflet n'a pas trop redescendu. Voilà. Bon, ceci dit, aujourd'hui, Maurice fait des performances essentiellement avec qui? Avec mon fils, qui n'est pas vraiment mauricien, puisqu'il habite chez moi. Mais bon, voilà. On peut dire que tu es tombé amoureux de l'île Maurice. Oui, c'est le premier poste. C'est le premier poste. Tu quittes ta région parisienne qui est grise, et puis tu arrives dans un pays très dépaysant, qui est un très beau pays, et on te donne des responsabilités. Forcément, tu tombes amoureux. Voilà. Donc, c'était mon premier amour, l'île Maurice. C'est très intéressant. J'en profite pour dire à nos auditeurs, ton fils Rémi est actuellement 48e à la ranking, je pense. Ça doit être ça.
Il a fait 7 au championnat d'Afrique, au championnat du monde en 2021. Il a obtenu sa qualification olympique vraiment tout dernier moment Tout à en fait. éjectant sa compatriote. Tout à fait. C'était assez dramatique. Surprenant. Surprenant. Ouais, j'avais pas parié sur lui. Parce que, bon, Rémi est un excellent judoka, mais mentalement, c'est quelqu'un de gentil. Et donc, moi, j'ai toujours du mal à imaginer un gentil performer. Et donc, on a eu la belle surprise, voilà, qui se qualifie, qui fasse cette 7e place au championnat du monde. Et par ailleurs, je crois qu'il a 4 médailles au niveau africain. Je crois qu'il a fait 2e au Commonwealth. Voilà, sur des championnats intermédiaires, il arrive à s'exprimer. Et ça, c'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui n'a pas le profil idéal, mais qui s'accroche, qui y croit et qui se fait plaisir. Parce que finalement, faire du judo, c'est avant tout se faire plaisir. Voilà. C'est très important. Et il a gagné, je crois, il n'y a pas longtemps, l'Open d'AG. Donc, Tout à fait. félicitations à Rémi. Si tu nous écoutes, félicitations à toi et Il on va te souhaite bon arriver vent bientôt. pour la suite. OK. Et donc, tu arrives au Cameroun. Qui est ton premier point de contact? Parce que tu viens comme coopérant français. Ça se passe comment? Ça s'organise comment pour que tu travailles? Qu'est-ce que tu découvres au Cameroun en termes de judo ou même de sport tout court? Comment ça se passe? Ah, ça, c'est la vraie bonne question. Je suis arrivé au Cameroun et je me suis fait gravement ignorer. On m'a mis. Bon, déjà, j'arrivais, je ne connaissais pas le contexte, je ne connaissais rien. La coopération m'a mis dans l'hôtel et on ne m'a pas dit grand-chose. Et moi, je suis un judoka, je suis un compétiteur, je te l'ai expliqué, j'étais un bon judoka et j'étais jeune, j'avais de l'ambition. Et j'étais vexé. Premier jour, personne. Deuxième jour, personne. Troisième jour, personne. Et j'ai dit, il faut que j'aille au contact. Alors, je suis arrivé dans un contexte difficile parce que c'était un contexte habituel pour le Cameroun, mais moi, je ne connaissais pas. C'était la guerre entre les différents prétendants à la direction au Cameroun. On était à la fin de l'ère Ewane, on était au début de l'ère Etoga, on était à la fin de l'ère Chen et au début de l'ère Chungi. Et c'était la guerre entre les clubs. Il n'y avait pas de grand club et c'était une grande guerre. Je crois que Chungi était rentré de France assez aigri de son expérience française, mais il avait réussi par une campagne habile, à arriver à la présidence du Cameroun. Et moi, je suis arrivé et je voyais personne. Alors, au bout d'un moment, je me suis renseigné, j'ai dit, mais où est-ce qu'on s'entraîne? Et on m'a parlé du FAP. Alors, j'ai pris mon sac, je suis parti dans la nuit à 19h. Il y avait un blanc qui est parti dans les champs, parce que à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais je suis descendu au milieu des champs de canne, là, enfin des champs de je ne sais pas trop. J'ai ouvert la porte, c'était tout sombre. Et là, il y avait au moins, c'est ça j'ai aimé cette ambiance. Il y avait au moins 70 gars bien serrés, bien blindés, dans l'atmosphère bien chaude. Ils se sont regardés, ils se sont dit, c'est qui ce blanc? Et au milieu, il y avait la Chungi. Ah, Chungi, pour ceux que je connais Chungi, c'est un gars très fier, mais d'une fierté incroyable. On dit que le Camerounais est fier, mais lui, il était au top du top. Et il n'aimait pas les blancs, parce que je t'ai dit qu'il avait une mauvaise expérience en Afrique. Le gars m'a toisé. Il m'a parfaitement ignoré. Et donc, je suis monté sur le tapis, j'ai regardé. Ça me plaisait parce qu'il y avait la guerre. Je peux dire que sur les tapis, à l'époque, il y avait la guerre. Ça bastonnait à droite, à gauche. J'ai regardé et comme j'étais fort, parce que j'avais la chance d'avoir 34 ans, voilà, j'étais encore international il y a 3-4 ans. À l'époque, le judo camerounais avait des grosses failles sur le kumikata, travail de main. Eh ben, je les ai pris, le premier, le deuxième, le troisième, et je les ai bastonnés. Voilà. Et là, je me souviens les cris. Oh, c'est quoi ça? Comment tu peux faire taper par le blanc? Et hop, et j'en prenais un deuxième, un troisième. Voilà, je les ai tous tapés l'équipe nationale de A à Z. J'ai recommencé deuxième, troisième jour. Et là, j'ai un premier gars qui est venu me voir à l'hôtel. Il y a un Jean-Claude Cameroun qui était en difficulté. Frédéric, là, ça m'intéresserait. Puis il y a un Léopold Ediente, et puis un troisième. Et puis voilà comment j'ai commencé à prendre des contacts. Il se fait que les premiers qui sont venus me voir, c'est plutôt ceux qui étaient en train de perdre le pouvoir. C'était un peu la bande à Ewane, puisque je t'expliquais, Ewane était en train de perdre le pouvoir, c'était Etoga, voilà. Et forcément, ils cherchaient à rebondir.
ils sont venus au contact vers moi, et moi, ben, j'ai pris l'opportunité pour essayer de commencer à me rapprocher du Cameroun. Voilà. Donc, j'ai rencontré ben, celui qui était encore président de cette chaîne, qui était le président du Cameroun, mais bon, qui n'était pas un passionné de judo. Ça, je me souviens très bien. J'ai compris que je ne pouvais pas m'appuyer là. Et je me suis dit, bah, commençons par la base et essayons de s'appuyer sur les judokas, essayons de collaborer avec les gens. Donc, j'ai essayé de me rapprocher des Wadais, ça marchait bien. J'ai essayé de me rapprocher des Toga, c'était plus difficile. J'ai essayé de me rapprocher de Chungi, j'ai vu que ça serait très difficile. Mais voilà, mes premiers contacts, c'était essayer de me faire reconnaître et puis essayer d'expliquer aux gens pourquoi j'étais là. Parce que mon prédécesseur, finalement, n'avait pas du tout le même profil que moi. Mon prédécesseur, c'était un professeur de PS qui avait créé ce qu'on appelle le tournoi de la ville de Yaoundé, et puis qui avait créé ce qu'on appelle le Club France, un petit club dans le club des Blancs, et puis il se contentait de ça. Et moi, je n'avais pas du tout l'intention de faire ça, puisque ma lettre de mission, c'était pas ça. Ma lettre de mission, c'était l'émergence d'une élite en Afrique. Et comme j'étais au Cameroun, l'élite, pour moi, devait commencer par le Cameroun. Voilà comment j'ai rencontré le Cameroun. Bon, c'était vraiment, c'est des souvenirs que j'adore, parce que cette confrontation, on aime rencontrer des gars durs. On aime rencontrer des gars qui vous rentrent dedans. Enfin, voilà, quand on est compétiteur. Et là, franchement, j'ai eu ma dose. Voilà comment moi, j'ai rencontré le judo camerounais. Bon, à partir de là, bah, j'ai commencé à expliquer ma mission. J'ai expliqué que j'avais un budget. Quand ils ont entendu budget, j'ai commencé à intéresser un peu les gens. Voilà. Le problème, après, comme tu peux imaginer, comme c'était quand même l'argent de la France, le budget, c'était pas pour donner à la fédération, mais c'était pour collaborer à des projets. Hein, et après, c'était bah, la guerre, hein, essayer de construire ensemble avec des gens qui, au départ, n'auraient pas voulu travailler, mais qui, par bonne intelligence, ont quand même collaboré pour avoir quelques réussites avec le Cameroun, parce qu'on a eu quelques réussites et on a réussi à faire sortir quelques Camerounais. Voilà. Avec des victoires et puis bien sûr des défaites, des réussites et bien sûr des non-réussites, comme tu peux imaginer. Mais ça, je pourrais développer ça après. Voilà, voilà. Et donc, voilà. quand tu arrives et que les enfants, ces athlètes se rendent compte que tu es peut-être une porte de sortie, une bouée de secours pour leur carrière qui est en train de devenir fade, est-ce que tu n'as pas eu des difficultés avec leur club? Parce que très souvent, c'est quelque chose qu'on a remarqué dans les années précédentes. Souvent, quand on a un entraîneur national fort ou un coopérant fort, il a tendance à vider un peu les clubs parce qu'il a tendance à créer comme une sorte de métastructure qui vide un peu les clubs. Est-ce que ça s'est passé pareil? Ou est-ce que finalement les clubs t'ont dit, viens, on te donne carte blanche, fais ce que tu veux, l'essentiel étant que nos enfants performent? Non, non, moi je t'ai expliqué, je suis arrivé dans une véritable opposition. Comme tu l'as bien expliqué, le club phare, c'était le club Samouraï, le club des Wanais, puisqu'il avait eu le pouvoir, ben, la plupart des compétiteurs étaient là-bas. Il y avait un contre-pouvoir, c'était le FAP, et le FAP c'était Chungi, mais qui arrivait donc avec l'aura de celui qui revient d'Europe. Et bon, ça compte au Cameroun et ça comptait, c'est quoi, c'est des histoires d'il y a plus de 20 ans hein, que je te raconte, donc ça comptait encore plus fort. Il y avait aussi un troisième pôle qui commençait à se construire, c'était le pôle de l'INGS avec un homme très ambitieux qui s'appelait Etoga et qui savait manipuler, qui avait réussi au sein du ministère à évoluer. Et puis il y avait un quatrième club qui était beaucoup plus neutre, qui s'appelait le Anka, avec Clément Atemken, mais vraiment beaucoup plus neutre, qui rentrait pas trop dans la guerre et qui observait un petit peu. Pour moi, il y avait ces 4 grands clubs. Et le pouvoir, les judokas que tu cites étaient partagés entre ces 4. Voilà. Pour moi, c'est le tableau que j'ai pu voir en arrivant. Alors, moi, ma mission, c'était aider les meilleurs. En tout cas, c'est comme ça que je le concevais. Forcément, comme tu l'as bien expliqué, quand tu as le pouvoir au Cameroun, quand tu es en international, tu sélectionnes qui? Les élèves de ton club. C'est comme ça. Quand c'était Wane, c'était les gens des Wane, c'était Toga, ça on commençait à sélectionner les gens des Toga. Et puis, comme Chungi, à un moment, était président, ben, on commençait à sélectionner les gens de Chungi. Moi,
Ma vision, elle est complètement différente. Moi, je pars du principe que la carrière, ça doit se gagner, ça doit être au mérite. Donc moi, je ne suis pas rentré dans ces histoires de club, même si on m'a combattu. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de voir quels sont les gens qui avaient envie de travailler avec moi, quel que soit le club. Alors au début, c'était plutôt des gens du Samouraï, mais après, il y a eu des gens du FAB, beaucoup de l'NJS, voilà. Et j'ai monté mes projets autour des meilleurs pour essayer de leur donner les moyens d'entraînement. Alors on sait très bien que les moyens d'entraînement, qu'est-ce que c'est? C'est des trucs très simples. Le taxi, on fait comment? On trouve l'argent pour le taxi. Des trucs très simples, je suis attelé à des tapis. Il faut avoir un tapis pour pouvoir s'entraîner. Il faut avoir des kimonos pour pouvoir s'entraîner. Où est-ce que tu dors? Qu'est-ce que tu manges? Voilà. Et j'ai pas tellement regardé les gens. J'ai été combattu parce que on combat quand les gens veulent te faire des choses et que toi tu veux pas, bah forcément tu t'opposes. Ça n'a pas toujours été facile. Mais j'ai été combattu, mais parfois aussi on a collaboré. Parce qu'au bout d'un moment, les gens intelligents et qui ont les mêmes objectifs, c'est-à-dire à un moment avoir des médailles avec le Cameroun, eh ben, on est bien obligé de travailler ensemble. Donc si tu préfères au début, bah, j'étais attiré par les gens des Wanné, puis après, bah, je me suis rapproché quand même des gens des Toga, puis un petit peu des gens de Chungi, parce que c'était un peu comme ça que je suis arrivé. Et puis ben, j'ai essayé de fonctionner avec ma vision, avec mon projet, apportant ma contribution, les gens allant chercher ce qu'ils voulaient chez chacun. Parce que bon, un judoka, pour moi, ma conception, c'est pas un maître qui donne aux élèves. Moi, ma conception, c'est un judoka, il est intelligent, il a son potentiel, et puis il va chercher ce dont il a besoin. Donc, certainement, ils allaient chercher auprès de leur entraîneur quelque chose, auprès de moi autre chose, etc. Et puis petit à petit comme ça, eh bien, on a bien été obligé de collaborer quand les intérêts de chacun étaient les mêmes. Bon. C'est un petit peu comme ça que moi j'ai vécu mes 6 années. Voilà. Alors les grands projets qu'on a pu mettre, ben, je te dis, ça a été l'appui aux meilleurs éléments. Selon ma conception, c'était pas selon la conception du Cameroun, c'était selon la conception qu'on avait définie avec l'Union africaine de judo. Bon, la chance que j'avais, c'est que je travaillais avec le projet de l'Union africaine de judo, Palenfo. C'est-à-dire, mon autorité africaine, c'était le président Palenfo. À partir du moment où le président Palenfo était d'accord sur cette vision qu'on appuie les meilleurs judokas, j'avais beau être au Cameroun, je pouvais appuyer des gens qui n'étaient pas forcément le choix de l'entraîneur national. Ça fonctionnait comme ça. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je regardais? Je regardais bien sûr les compétitions nationales, mais si le premier, si c'était toi le premier, je n'allais pas prendre le deuxième qui était du club de l'entraîneur national. C'est pour ça que parfois, on a eu des difficultés. Et ça, bon, on peut le comprendre, le Cameroun, c'est le Cameroun. Je ne vais pas t'expliquer ton pays, tu le connais par cœur. Je me souviens avec beaucoup de pudeur, j'ai écouté le randori de Serge, qui n'a pas voulu citer l'entraîneur, qui ne voulait pas le sélectionner. On a tous compris comment ça marchait, mais ces exemples, je pourrais t'en citer des dizaines. Voilà. Bon, moi, je n'entrais pas là-dedans. Mon projet, c'était le projet que j'avais présenté au président Palenfo, Union africaine de judo, l'émergence d'une élite en Afrique centrale, en Afrique en général. Voilà. Et donc, c'était d'abord central pour moi, puis après, on allait plus loin. Et à partir de ce moment-là, je mettais en œuvre les projets. Alors, nos grands projets, c'était quoi? C'était l'organisation de tournois internationaux. On finançait. Donc, le tournoi de Yaoundé, on finançait. Et on faisait Abidjan, on faisait le Sénégal, on faisait Madagascar. Voilà. À partir de là, on essayait aussi de faire voyager les entraîneurs nationaux qui travaillaient avec leurs éléments. Alors, on essayait de collaborer, partager nos connaissances. On se revoyait à peu près chaque mois. Donc, je travaillais les Camerounais, mais avec les Gabonais, avec les Centrafricains, beaucoup avec les Ivoiriens, les Sénégalais, etc., etc. À la fin, même, on a travaillé avec les Maghrébins, pour te dire, tu vois, on a vraiment élargi. Et puis, avec les tout meilleurs, derrière, on partait sur tournée européenne. Tournoi de Paris, Munich, Allemagne. Parfois, on faisait le Japon. On a fait l'Asie, Japon, Corée. Et puis, en contrepartie, sur les grands événements, sur par exemple les Jeux Olympiques, les Jeux de la francophonie, eh bien, ça nous permet. On avait la chance d'être accueillis par les délégations pour pouvoir vivre les Jeux de l'intérieur. C'est ainsi que j'ai été dans la délégation du Cameroun aux Jeux Olympiques, alors que je ne travaillais pas spécifiquement pour les Camerounais, mais de par ma contribution, j'ai eu la chance d'être dans la délégation du Cameroun
comme aussi bien pour les Jeux de la francophonie que pour les Jeux olympiques à plusieurs reprises. Voilà comment les grands projets, comment c'était. Mettre des conditions qui permettaient aux gens de s'entraîner. C'était ça l'objectif. Bon, après, je te dis, on a eu des échecs. On en parlera plus tard. Et donc, quand tu es arrivé, tu es venu remplacer un coopérant avant toi qui était plus un éducateur physique. Tout à fait. Et toi, tu es un judoka. Est-ce que au tout début, tu as fait une sorte d'analyse ou une sorte de diagnostic du niveau du judo camerounais, des lacunes? Parce que les projets que tu as bâtis, c'était des projets pour émuler. Je vois que c'était des projets pour émuler, pour pouvoir créer une sorte de filière de haut niveau. Mais est-ce que d'un point de vue technique, d'un point de vue des forces en présence, des forces intellectuelles en présence, est-ce que tu as fait une sorte d'évaluation pour te dire peut-être qu'il faut ça, peut-être qu'il faut ça? Comment ça s'est passé ta démarche? Bon, en fait, c'était très facile. Déjà, je vais te donner mon impression. Quand je suis à Cameroun, j'ai vu des athlètes partout. Les Camerounais sont costauds, c'est des gabarits, ils sont forts. Donc tout de suite, la force physique, c'est un point fort, tu le vois tous. Voilà. La deuxième chose, je les ai pris, comme je t'ai expliqué, je les ai pris dans les mains. Et je me suis aperçu qu'ils étaient le kumikata. Comme ils n'avaient pas beaucoup l'habitude de la compétition, parce qu'on ne sortait pas énormément à l'époque. Et aujourd'hui, on ne sort pas beaucoup, mais à l'époque, encore moins. Donc tout le travail de main, ils n'étaient pas très forts, ce qu'on appelle le kumikata. Le sol, en Afrique, il fait chaud. On transpire vite, les kimonos ils sont vite mouillés, donc on ne fait pas beaucoup de sol. Donc au sol, ils n'étaient pas terribles. Par contre, ils connaissaient bien le judo, c'est-à-dire tous les basiques, le gokyo, ça, ils connaissaient. Je n'avais pas à leur apprendre le judo. Le judo, ils connaissaient. Je dirais, les points faibles, c'était kumikata, sol, et puis la préparation. C'est-à-dire qu'en termes de préparation, il y avait une vision qui m'a un peu étonné. Les Japonais ne font pas de musculation. Voilà ce que j'ai entendu en arrivant. Ce qui a super bien, c'était Chungi. Le judo japonais, c'est judo extraordinaire. Alors, c'est vrai aujourd'hui. Mais les Japonais ne font pas de musculation. Donc, on ne peut pas faire de préparation physique. Voilà ce que j'ai entendu en arrivant. Ce qui est totalement faux. Les Japonais travaillent 10 fois plus que tout le monde. Ils font des super prépas physiques. Voilà. Bon. Je crois que les points faibles, c'était ça. C'était la préparation physique, et puis c'est les deux domaines techniques et technico-tactiques dont je t'ai parlé. Et puis ce qui leur manquait, c'était l'expérience de compétition. Parce que quand tu as le championnat national une fois dans l'année et 2 petits tournois, c'est pas comme ça que tu deviens fort et que tu as l'expérience. Donc les points faibles étaient là. D'où la mise en place des tournois dont je te parlais. C'est pour ça qu'aussi qu'on essaie de faire sortir les meilleurs, parce que c'est par la compétition qu'on vient de fort en compétition. Voilà, quelles que soient ses qualités. Voilà. Et moi, je les ai beaucoup fait travailler sur les mains, et j'ai fait beaucoup travailler sur le sol. Et puis, on a fait énormément de préparation physique. Voilà. Alors au début, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, et puis à la fin, tout le monde faisait, même s'ils affichaient qu'ils étaient contre, ils faisaient. Parce qu'ils ont bien compris que la prépa, c'est fondamental quand on veut être efficace. Voilà. Pour l'évaluation. Et comment tu réussissais à cohabiter avec la direction technique à l'époque? Parce que tu es venu avec une vision, et avec des moyens. Donc, en soi, ton rôle était carrément comme un nouveau pôle sportif parce que tu avais les moyens de tes ambitions. Mais comment tu réussissais à cohabiter avec tous ceux qui étaient dépositaires de la technique au Cameroun? Comment ça s'est passé? Moi, j'allais dans leur club. Comme je t'ai expliqué, je suis pas timide. J'aime le contact. Après, je me suis toujours bien senti en Afrique. Voilà. Bon, il y en a qui sont peureux, il y en a qui, moi, voilà, j'aimais ça. Donc, même s'il y avait de l'animosité, pour autant, j'y allais. Et puis, même si tu t'entends pas avec quelqu'un, si la personne n'est pas idiote, il va peut-être à un moment se poser la question de dire mais qu'est-ce qu'il y a de bon à apprendre chez cette personne. Voilà. Donc, en dépit des oppositions, il y a un moment, avec les dirigeants, je leur faisais des propositions. Voilà. Alors, parfois, avec Chungi, ça a été refusé. Avec Etoga, ça ne l'était pas. Mais après Chungi, on a eu d'autres. Il y a Chen qui est revenu. Donc, avec Chen, ça a été facile. On a collaboré facilement. Puis après, on a eu Anak, qui a été président, avec une autre équipe, une équipe très ouverte. Et à ce moment-là, avec eux, ça a été très facile. Donc, tu m'as parlé, mon arrivée au Cameroun, c'était difficile.
Chungi, voilà, assez dur. Puis on est passé à Chen, Chen il s'en foutait, donc c'était facile, il n'y avait plus que Etoga, et entre techniciens, on arrive toujours à s'entendre quand même. Voilà, entre hommes intelligents qui avons quand même les mêmes objectifs, c'est-à-dire avoir des médailles au bout, on va sur le tapis, on discute, on propose, et puis après, on négocie. Voilà. J'avance un petit peu, il avance un petit peu, et on trouve le compromis. Voilà comment je fonctionnais. Et j'ai toujours fonctionné comme ça avec les Camerounais, sachant que les Camerounais, ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que quand il y a un intérêt, il vaut mieux prendre la moitié du truc que ne rien prendre. Et ça a fonctionné comme ça. Et je pense que, comme je te l'ai dit, hein, on a eu des champions d'Afrique, on a une équipe championne d'Afrique, donc il y a eu quelques réussites, chose qu'on ne voyait plus depuis un bon moment au Cameroun, quand je suis arrivé. Voilà. Et qu'on n'a même plus vu après, parce que Et qu'on n'a plus vu après. l'équipe championne d'Afrique, le championnat d'Afrique par équipe, on ne l'a plus gagné depuis. Exactement. Et puis, donc, mon époque, c'est Jean-Claude Cameroun. Jean-Claude Cameroun, c'est hyper performant. Bon, c'était un Bolo. C'était Nguélé François, championne d'Afrique. Ngaonana, vice-championne d'Afrique. Je les ai plus tous en tête, mais on a eu à chaque sortie, on rentrait avec 4-5 médailles, et des belles médailles. Voilà. Donc, oui, il y avait une belle dynamique. Après, il y a une autre chose, hein, je pense que le fait que je t'expliquais, il y avait 3-4 clubs en concurrence, le fait que, de par mon positionnement, je remette de l'équilibre dans les 4 clubs, tu sais, dans l'opposition. Le fait que je rééquilibre tout ça, eh bien, ça fait monter. C'est dans la concurrence qu'on devient fort. Comme tu le disais, tu les mets tous dans le même club, il n'y a qu'un club de fort et finalement, tu ne montes pas haut. Quand tu es dans la guerre, dans l'opposition, et je te dis, il y avait ces 4 clubs forts, c'était assez équilibré. Les gars, ils montent. Hein. Voilà. Les gars, ils montent et ils font l'effort et ils s'entraînent plus que les autres pour être plus forts que l'autre club, etc., etc. Et donc, ça fonctionne. Voilà. Et puis, je te dis, il y avait des gens avec des belles initiatives aussi. Hein. J'ai parlé du Hanka. Moi, j'étais très impressionné le jour où j'ai vu qu'ils avaient construit un dojo. Tu sais qu'on manquait de tatami. Le gars avait monté un dojo avec des gros pneus, avec lavage de camion, la sciure, et il avait monté un super outil. Et donc, voilà, il y avait des gens qui avaient envie de faire avancer le judo. Et ça, on était dans ce monde de concurrence. Et ça fait progresser. Voilà. En prenant les meilleurs de ces 4 grands clubs. Malheureusement, le Anka et l'INGS n'existent plus, ou du moins l'INGS qu'on connaît. Aujourd'hui, il y a un club INGS qui est le club de l'Institut. Et l'ancien club INGS qui était comme le club privé est devenu le Jiu-Jitsu qui a fermé. Et je pense qu'il a rouvert cette année. Donc, on va dire qu'il y a eu comme une grosse rupture. Et parmi la plupart de ces promoteurs-là, beaucoup sont décédés. Paix à leurs âmes. Ouais. Et ça m'amène à te poser la question, est-ce que pendant ton court séjour finalement, parce que 6 ans, bon, en termes d'intensité, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Le travail que tu as abattu, c'est énorme. Attends de faire les choses. Oui. Et après, quand on regarde sur le temps long, ça semble être comme un épisode quand même beaucoup plus court. Mais est-ce que tu as eu des regrets avec certains athlètes? Est-ce que tu as des athlètes que tu as vus, tu t'es dit, celui-ci, il a quelque chose, mais finalement, ça ne s'est pas passé comme tu avais anticipé? Oh oui, énormément. Disons que j'ai été confronté à un problème que je ne comprenais pas, que j'ai compris au fur et à mesure, c'est le problème de l'exode et le problème de la motivation des Camerounais qui font du sport. Quand tu es ignorant de l'Afrique, tu projettes ta vision de pratique du sport pour être champion, pour gagner ta vie et pour avoir une vraie reconnaissance. Je suis arrivé avec cette vision. Cette vision-là ne marche pas au Cameroun. Le sport n'est pas valorisé. C'est pas parce que vous êtes champion du monde que vous allez avoir les ressources qui vont vous permettre de vivre pendant longtemps avec. Donc, les gens sont pas idiots. Ils font du sport pour une chose, pour voyager. Et ça, je ne savais pas. Ils font du sport pour voyager et puis pour rester dans les pays dits développés parce qu'ils ont leur vision personnelle, ils ont leur projet, qui ne t'ont pas dit, bien sûr, alors que toi, tu as ton projet sport. Donc, je t'ai parlé d'échecs. J'ai eu énormément d'échecs. J'ai croisé énormément de grands talents qui auraient pu aller très loin en judo. Mais
ce n'était pas leur priorité. Parce que leur contexte, leur histoire, faisait que le sport n'était qu'un passage, n'était qu'un outil pour arriver à une meilleure vie. Au début, je ne l'avais pas compris. Donc, c'est que moi, au début, j'ai eu des déboires. Je me souviens, en 95, je pars en Afrique. Je pars avec Nzouline Doubé, je pars avec Anna Goumé, je pars des championnes de l'époque. Et puis, je rentre tout seul. Et je ne comprends pas. Je dis, c'est pas vrai. Pourquoi ils restent en France? Ils avaient du potentiel. Je repars sur notre équipe et j'en repère. Et à chaque fois, en fait, c'est même pour ça que la coopération française sur le sport s'est un peu arrêtée. Parce que je construisais, ça retombait, je construisais, je retombais. À partir de là, j'ai croisé énormément de gens avec des potentiels incroyables. Je vais te prendre un seul exemple que personne ne connaît. Je crois qu'elle s'appelait Awa Shemabo, une lourde. C'est Etoga qui l'avait repérée. Elle faisait 130 kilos. Je suis rentré dans un mur. On l'a préparée pour les Jeux de la Francophonie, 6 mois de judo. Elle a gagné les Jeux de la Francophonie en lourd. Voilà. Donc, ça te donne le potentiel des gens qu'on rencontrait. Sauf qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle est restée au Canada. Normal. Quand il y a eu les Jeux de la Francophonie au Canada, je crois que j'ai perdu la moitié de mes élites, tout pays confondu, hein. Cameroun, Centrafrique, Congo, etc., etc. Je me souviens même avoir eu des grandes déceptions ou même des discussions avec mes propres athlètes. Est-ce que tu restes ou est-ce que tu rentres? Je vais te donner l'exemple. J'en étais arrivé à négocier. Une fois que j'ai compris, j'en étais arrivé à négocier. Par exemple, Jean-Claude Cameroun. Jean-Claude Cameroun, on part en Côte d'Ivoire, il me dit, je rentre pas. Pourtant, c'était quelqu'un avec qui je m'entendais super bien. J'ai dit, Jean-Claude, déconne pas. On a les Jeux de la Francophonie à Madagascar dans 20 jours, tu peux gagner. Je me suis engagé vis-à-vis de lui à le ramener plus tard. Et il m'a cru. Et j'ai tenu ma parole. On a fait les Jeux de la Francophonie, on est revenu et on est reparti derrière. Voilà, j'en étais arrivé à des négociations comme ça. Et même à la fin, moi, je me souviens avec des discussions, j'avais Françoise Guélé. Françoise Guélé, c'était vraiment une petite que j'avais vraiment pris en charge. Quand j'ai pris en charge, tu vois, c'est s'occuper de ce que je te disais, sa préparation, comment elle mange, où est-ce qu'elle dort, enfin voilà, tous ces problèmes qui sont autour du sport qu'un athlète ne doit pas s'occuper pour pouvoir bien s'entraîner. Elle était championne d'Afrique et elle était sélectionnée aux Jeux Olympiques. J'étais super content. Au Canada, elle est venue me voir, elle me dit, Frédéric, je crois, qu'est-ce que je fais? Je reste au Canada ou je vais aux Jeux? On a discuté. Et puis finalement, tu vois, quand on a fait le bilan, elle est restée au Canada. Et je crois qu'à la fin, j'ai même compris. Voilà. C'était ça un petit peu l'évolution de ma pensée. J'étais arrivé pour former des champions. Et quand je suis parti à la fin, j'étais là pour accompagner des gens, pour faire le meilleur chemin possible dans le judo, mais pour les accompagner dans une histoire, dans leur vie, et puis de les aider à progresser avec comme je te parlais de compromis tout à l'heure, donnant. Voilà, c'est un petit peu ça. Je m'excuse, je vais allumer puisque je suis dans le noir. Donc, les échecs sur un plan sportif, c'est là. Et puis les réussites sur un plan humain, j'ai des amis à travers le monde. Voilà. Au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, etc., etc. Il y a énormément de Camerounais et d'Africains qui ont trouvé de belles opportunités en utilisant le judo et ma contribution. Voilà. Donc, quelque part, c'est embêtant pour le judo parce qu'on n'a jamais pu obtenir les résultats qu'on aurait pu avoir. On aurait pu avoir des résultats fantastiques. Mais d'un autre côté, on a quand même réussi à avoir des résultats honorables, très honorables, avec peu de moyens. Cette réussite d'accompagnement des gens vers une autre vie, une vie meilleure, une vie en tout cas qu'ils voulaient changer. Voilà, c'est un peu mon histoire. Est-ce que ça n'a jamais posé de problème? Ça n'a jamais posé de problème pour ta hiérarchie? Parce que... Si. Alors, je vais te raconter des anecdotes parce que là encore, avec ma vision de Français naïf qui arrive, bon, première fois, je n'ai pas compris. Deuxième fois, c'est là que j'ai mis en place les conditions d'entraînement. Je m'étais dit, tu vois, très naïvement, j'étais allé voir Crédit Lyonnais, Cameroun, et j'ai négocié une bourse pour que les gens aient de l'argent pour s'entraîner, voilà. Et puis, j'étais allé à l'ambassade. À l'ambassade, il y a un service médical. J'avais passé une convention pour que ces athlètes-là puissent avoir le médical gratuit.
Et puis, avec la Confégès, j'avais réussi à ce qu'ils aient une petite bourse aussi. Voilà, j'ai mis dans des conditions où je m'étais dit, bah, peut-être qu'avec ça, ils vont rester. Ils ne sont pas restés. Après, je me dis, bon, franchement, ils se foutent de moi. Donc, une fois, j'ai dit, je prends leur passeport. Moi, si je prends leur passeport, ils rentreront avec moi. Ils sont partis sans les passeports, comme tu peux bien imaginer. Voilà. Bon, ça, c'était mes premières réactions. Bah, après, j'ai compris. Et puis après, ma hiérarchie, un jour, bah, oui, elle m'a dit, mais Frédéric, tu fais quoi? Voilà. D'autant plus qu'une fois, j'avais été convoqué par le directeur des sports au ministère de Cameroun en me disant, monsieur, de quel droit vous prenez les passeports de citoyens camerounais? Voilà. Et j'ai dit, mais je voulais qu'il rentre. Et il m'a dit, monsieur, donnez-moi les passeports. En fait, le gars, il a pris les passeports, il les a revendus à sa famille pour que les passeports remontent en France. Voilà. Bon, tu connais le chez toi. Tu connais le chez toi. Bon, moi, je connaissais rien. Alors, petit à petit, bah, tu apprends. Et puis après, j'avais des amis. Voilà, tu as cité Diente. Bah, et Diente, il m'a formé. Moi, je l'ai formé en judo. Et lui, il m'a formé au Cameroun. Il m'a expliqué. Jean-Claude Cameroun, pareil. Jean-Claude, je l'ai formé au judo. Et lui, il m'a expliqué le pays, etc. J'avais beaucoup d'amis, heureusement. Et comme j'ai eu beaucoup d'amis, eh bien, bah, ça s'est très, très bien passé. Voilà. Et à ton départ vers la fin de ton séjour, parce que tu as plusieurs générations qui finalement, euh, avec les départs forcés, t'obligeaient à renouveler ta pépinière. Est-ce que tu avais finalement l'impression que le chantier technique que tu avais amorcé commençait à produire ses fruits? Je pose la question parce que Maître Djent a été mon entraîneur national et je peux dire que son école en termes de Kumikata était héritée directement de toi. Il s'en est toujours vanté. Et il fait partie des personnes que tu as pollinisées. Mais est-ce que tu as l'impression que mais il était rare parce que Maître Djent était dans le conseil des entraîneurs et tout ça. Il était assez rare. Je vais même te dire qu'il avait une position marginale. Beaucoup de gens n'aimaient pas trop ça. Ils estimaient que s'il faut faire du judo, ça doit être du judo esthétique. Ça doit être du judo sans transpirer, sans que la veste se défasse. Donc, il était vraiment à marge. Mais bon, c'était quelqu'un qui avait foi en ce qu'il faisait, qui s'impliquait beaucoup. Il a donc bâti avec cette école-là. Mais toi, ton feeling quand tu partais, c'était quoi? Est-ce que ton chantier avait assez bien progressé? Ou est-ce que finalement, tout reposait toujours sur toi en termes de travail technique? Non. Bon, comme je te l'ai expliqué, j'ai croisé vraiment des gens divers et variés. J'ai croisé des gens très doués. J'ai interviewé Agoulo. Agoulo, c'est un gars, il était droit, tu voyais rien, il avait une vitesse fantastique et comme tu l'avais dit dans son randori, ou comme on te l'avait dit, le gars, on lui pliait pas le dos. Bon, ça, c'est les gars doués. On en a, on a été des rineurs chez nous, voilà, bon, t'as les gars doués, au Gabon, il y a Mélanie Ngong, ceux-là, tu les croises. T'as pas grand-chose à faire, hein. Voilà, t'as pas, même tes histoires de kumikata, de machin, de trucs, tu lui dis une fois, il a compris. Donc, c'est bon. Après, tu avais ceux à qui tu donnes, mais ils s'en vont. Donc là, ça tombait par terre. Et puis après, tu avais des gens comme Léopold, qui sont des gens pas doués, un peu comme mon fils. Des gens pas doués, mais des gens intelligents, des gens qui veulent progresser, des gens qui veulent comprendre. Et ceux-là, ben, ils sont venus à mes côtés et ils ont pris tout ce qu'il y avait à apprendre. D'où ce que tu expliques, l'école de Kumikata. Alors, là où tu m'as fait, bon, là où tu me fais rire un peu, c'est un petit peu ce que je disais. L'école de judo sans transpirer, c'est comme quand je suis arrivé, on m'a dit, ah oui, mais non, l'école du japonais, ils font tomber. Sauf que va au Japon et tu verras s'ils ne font pas de muscles. Ils sont sous la barre en permanence, ils montent des escaliers, ils marchent sur les mains et ils font des flips, des flaps. Voilà, ils en font 10 fois plus que nous tous. Et voilà, si tu les vois, ils sont très forts. Voilà, donc mon impact, ça a été auprès des gens qui ont bien voulu prendre les informations. Moi, comme je te l'expliquais au début, dans ma conception, c'est pas d'une conception de maître à élève. Moi, je pars du principe que l'humain, il est intelligent et il prend ce qu'il veut prendre. Il a un potentiel, il en fait ce qu'il en veut. Et
Et moi, mon approche, alors justement, les grandes différences qu'il pouvait y avoir entre l'homme fort, l'entraîneur fort de mon époque était Etoga. Etoga, lui, c'était ce que j'appelle l'entraîneur très encadrant, un peu gourou. Je te dis que c'est comme ça. Point. Ça, voilà, ça c'était, je te fais la caricature, mais c'est pas une caricature. Et puis, tu as mon approche où je me dis qu'il faut nourrir les gens. Tu nourris, il prend ce qu'il veut prendre et il va prendre chez un autre chose. Donc Léo, il a pris ça chez moi, mais il a pris dans les voyages, puisque je l'ai emmené un petit peu à droite à gauche, mais il a pris aussi d'autres choses. Voilà, je pense que c'est la meilleure approche. Donc, mon impact, ben, ça a été auprès de ceux qui ont voulu prendre. Le problème, je pense qu'il y a énormément de gens qui ne sont plus au Cameroun. Donc, bah, ça a été un impact ponctuel. Pendant 6 ans, j'ai bien vu l'évolution dans les championnats. J'ai bien vu que même ceux qui disaient il ne faut pas faire, ils faisaient. Parce que tu sais, il ne faut pas faire, mais par derrière, ils ne sont pas fous, ils font. Après, quand je suis parti, ben, je dirais qu'il est resté peu de monde. Hein. Aujourd'hui, je connais finalement, il reste peu de judokas de mon époque sur place qui ont collaboré avec moi. Par contre, j'en croise beaucoup sur les tatamis parisiens. Voilà. Voilà. Ça, c'est Charles super Tamet, intéressant. voilà, à Tapon, là, je me souviens que Serge a cité à Tapon. Bah, Tapon, c'est un prof de judo en région parisienne. Je le croise. Bon, bah, à Tapon, il a pris beaucoup d'informations que j'ai pu lui donner. Voilà. Et puis, quand il est à Paris, bah, il n'était pas dépaysé et il s'est rapidement adapté. Moi, je crois que les gens intelligents prennent ce qu'il faut prendre. Ils adaptent à leur profil. Ça, c'est les gens intelligents. Voilà. J'ai écouté avec attention Laurent Dory de Serge Abolo, c'est très intéressant. Il dit voilà, ben, moi j'étais comme ci, j'étais comme ça, ma tactique c'était de montrer que j'étais cool, même si je n'étais pas forcément, et puis ça passait. Voilà, c'était son profil. Et voilà, il a pris ce qu'il voulait prendre partout ailleurs. Bon, il a quand même omis de dire qu'il il est quand même passé par l'Espagne, il est quand même passé un peu par la France. Donc voilà, son talent il était là, mais il a quand même pris à droite et à gauche. Moi je crois que c'est ça les grands judokas. C'est ceux qui savent prendre ce qu'il faut au bon endroit. C'est comme, c'est comme dans la vie. Donc, mon empreinte, Après, c'est comme ça. Voilà, il y a un bel héritage. Il y a un très bel héritage. Euh, Aujourd'hui, le fait qu'on se parle, c'est la preuve qu'il y a cet héritage. J'ai toujours entendu parler de toi, mais pas vraiment d'une façon très démonstrative, dans ce sens que on a toujours célébré un peu nos aînés, les maîtres Toga, maître Ewan et consorts. Mais dans la reconstitution de l'histoire, très peu souvent, j'entendais parler de toi. J'entendais parler de toi parce que je côtoyais des gens qui étaient très liés à toi. Mais j'avais toujours l'impression que on n'en faisait peut-être pas assez. Parce que les dates ne mentent pas. Il y a une coïncidence qu'on ne peut pas appeler une coïncidence quand on voit l'éclosion qui s'est déroulée dans les années 90, qui coïncide exactement avec ton passage. On ne peut pas se dire que c'est une coïncidence. Et ensuite, quand on voit la dégradation ou la régression qui a eu lieu après ton passage, on peut se dire que clairement, il y a un facteur qui a disparu de l'écosystème. Oui. Mais bon, ça c'est... Vas-y. Oui, mais alors, j'ai envie de te dire que c'est un peu une évidence parce que en même temps que je pars, l'aide de la coopération disparaît. C'est-à-dire ces fonds qui permettent d'accompagner les meilleurs judokas, ces fonds qui permettent de les emmener sur les tournois, ça disparaît. Donc à partir du moment où tu n'as plus quelqu'un qui booste la concurrence, à partir du moment où tu n'as plus les moyens pour accompagner les gens, forcément, le niveau chute. Qu'après, après, tu m'as dit qu'on ne parle pas forcément de moi. Oui, ben, c'est normal parce que c'est la culture du Cameroun, comme tu dis. Le Camerounais est fier. Le Camerounais n'aime pas vraiment l'étranger. C'est comme ça. Et c'est sa fierté, c'est son droit. Et puis moi, je trouve ça normal qu'on a envie de célébrer ses pairs. Voilà, peu importe. Moi, j'étais payé pour. Voilà, je suis un professionnel. J'étais payé pour une mission, j'ai fait ma mission. Je ne demande pas de reconnaissance. Je connais simplement, voilà, tous les champions, je pourrais te les citer, catégorie par catégorie, je pourrais te citer, voilà, tous ceux que j'ai accompagnés, et j'en ai accompagné pas mal. Oui, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Et aujourd'hui, avec du recul, parce que tu es quand même encore, tu es très impliqué dans le haut niveau, à la fois parce que tu tiens un club, donc tu as des enfants aujourd'hui qui aspirent petit à petit à peut-être faire du haut niveau. Ah non, Tu as j'en ai, oui.
Je Tu as te ton dirai fils après. qui est olympien. Ouais, mais j'ai mieux que Et ça. vas-y, Oui. dis-nous. Ah bah, là, moi, actuellement, je ne sais pas si tu as suivi, mais bah, en fait, j'ai eu dans mon petit club, qui est un tout petit. Alors, pour la région parisienne, un petit club, c'est 200, hein. C'est rien du tout. Mais sur ces 18 ans, bah, j'ai eu 3 médaillés mondiales sur des catégories jeunes, dont une championne du monde, Coralie Jaime, qui est championne du monde des lourds, et qui a fait deuxième à Jérusalem, là, sur le Master, il y a 4 mois. Voilà. Ben, Oh, ça, elle sort de chez moi. J'ai eu une vice-championne du monde junior, championne de France senior aussi il y a quelques années. J'ai eu un lourd aussi, pareil. Voilà. Ce que je sais faire, ce que j'ai toujours su faire, c'est quand il y a un talent, je sais lui montrer la voie et lui montrer la démarche qu'il faut pour arriver. C'est pas moi, hein, le grand entraîneur. Je te dis, moi, ma pensée profonde. Le champion, il naît champion. Ça, je suis sûr. Ça, c'est ma longue expérience. Et je te dis, j'en ai sorti beaucoup et j'en sors encore. J'ai ma propre fille qui est pas mal. Je pense que tu nais champion. Voilà. Après, il faut avoir la chance de croiser quelqu'un. Je t'ai parlé de mon parcours au début. Je t'ai dit, j'ai croisé un vice-champion du monde. Voilà. Il faut avoir la chance de croiser quelqu'un qui te montre le chemin, qui, bah, comme dans ton métier, qui met en réseau, qui transporte au bon endroit, qui fait rencontrer les bonnes personnes. Et ça, c'est ce que je sais faire, parce que, je t'ai dit, je suis un professionnel. Et c'est comme ça, je crois, qu'on sort les gens. Voilà. Les grands entraîneurs, j'y crois pas. Ça n'existe pas. Tu prends un âne, tu fais pas un pur sang. Ça n'existe pas. Voilà. Tu peux citer n'importe qui, ça n'existe pas. Au départ, c'est des gens doués. Tu veux voilà. Si je te parle j'en ai croisé au Cameroun. Le fils Etoga, je me souviens très bien. Je m'entendais pas beaucoup, pas beaucoup. Martin Etoga n'était pas mon ami, même si on travaillait ensemble. Mais son fils Bernard, c'était mon ami. Pourquoi? Parce que j'ai vu le talent, je me suis rapproché de lui, et lui était intelligent. Il s'est dit, ah ouais, mais le blanc, ok, mon père veut pas que je le voie, mais je vais le voir en cachette. Parce que je vais prendre des informations. Puis après, il va prendre des informations ailleurs. Voilà, il y a des gens doués, intelligents. Et la vie du judo, c'est la rencontre entre des personnes d'expérience, de plus ou moins bonne expérience. Il y a des gens avec qui ça match, et tu fais progresser des gens. Il y a d'autres avec qui ça ne matche pas. Mais moi, je crois qu'au départ, le champion, il naît champion. Voilà. Je crois beaucoup en ça. Je crois en ça. Et d'ailleurs, quand tu prends les et exemples, voilà, on parlait d'Abolo, Abolo était très très fort, ça je peux te le confirmer, avec finalement un investissement moyen. Voilà. Mais il aurait été, il aurait été né dans un autre pays, on l'aurait pris très jeune, il serait allé beaucoup plus haut, c'est évident. Voilà. C'est comme ça que. c'est impressionnant. Et ça m'amène à te demander, avec ta vision actuelle, est-ce que tu penses que les exigences du haut niveau aujourd'hui sont différentes des exigences du haut niveau il y a 30 ans? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui a changé? Oh, ben, bon, l'arbitrage a changé. Donc, l'arbitrage ayant changé, forcément, l'effort est différent. Bon, on a réduit le temps de combat. L'arbitrage, aujourd'hui, impose une condition physique importante de l'engagement en permanence. Donc, justement, le judo souple, aujourd'hui, c'est pas possible. Si tu regardes bien les matchs, il faut avoir une condition physique énorme. Il faut être toujours dans l'engagement, il faut toujours attaquer. Sinon, tu prends des moulinettes. Le judo est différent parce qu'aujourd'hui, on fait un peu du sumo, hein, parfois aussi. La tactique, tu as vu, tu prends des shido pour oui, pour un non. Donc, c'est pas les mêmes exigences. La technologie, c'est pas les mêmes. Bon, moi, je me souviens à l'époque, j'enregistrais, je mettais sur cassette, et puis avant les championnats, je les montrais à mes athlètes. Aujourd'hui, c'est tout informatisé. Tu tapes un nom, il y a toute la cartographie de chaque judoka qui ressort. Donc, forcément, il y a des avancées. Les connaissances, ça reste un peu les mêmes, mais c'est quand même plus poussé. Moi, à l'époque, je faisais préparateur physique, je faisais préparateur mental et je faisais entraîneur. Aujourd'hui, tu as un spécialiste de nutrition, tu as un spécialiste préparateur mental, tu as un spécialiste de chaque. Et donc, forcément, comme tu as plusieurs personnes, et ben, c'est beaucoup plus pointu, ça va beaucoup plus loin et on on approfondit beaucoup plus. Donc, je pense que quand je vois les jeunes aussi, je vois les jeunes aujourd'hui, je vois en France, ils sont beaucoup plus forts techniquement à cause de l'Internet, parce qu'on a les images. Ils sont beaucoup plus forts que ce qu'on a pu
ce qu'on a pu être. Je t'ai dit, je suis arrivé au Cameroun, je t'ai dit, ils étaient faibles sur les mains. Mais je suis sûr que s'ils avaient eu la vidéo, ils auraient été déjà beaucoup plus forts. Ils auraient vu qu'on fait péter, qu'on décale, qu'on cherche pas à mettre un Moroté. Voilà. Et donc, il faut du mouvement, qu'il faut s'imposer. Bon, voilà. Donc, les exigences ont changé. Aussi parce que les gens voyagent beaucoup plus. Il y a plus d'informations, il y a plus d'images. Donc, oui, je pense que le judo aujourd'hui, c'est plus dur qu'à l'époque. Oui, tout à fait. C'est évident. Et du coup, est-ce que, de ton point de vue, les fédérations africaines, parce que j'imagine que tu as dû garder quand même des contacts avec les pays dans lesquels tu as travaillé, est-ce que tu penses que les fédérations africaines, parce que déjà à l'époque, il y a 30 ans, elles n'étaient pas très outillées en termes de bassin, parce que très souvent, on pense que l'outil, le matériau le plus important quand on fait la performance au niveau national, que l'outil le plus important, c'est d'avoir des enfants ou des athlètes qui ont le potentiel. On sous-estime toujours le fait que le matériau le plus important, le catalyseur le plus important dans ce processus-là, c'est le bassin d'entraîneurs. Ce sont ceux qui sont capables de mener le projet à terme. Quand tu es arrivé il y a 30 ans, le bassin était ce qu'il était. Et il était tel que tu as dû expliquer aux gens qu'il faut faire de la préparation physique, qu'il faut sortir des clichés ou des mythes du judoka qui fait des crêpes entre les entraînements et qui vient battre tout le monde. Mais donc, on avait déjà un bassin qui montrait des signes de ne pas être suffisamment dense, suffisamment compétitif. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est mieux? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est moins intéressant? Est-ce que l'écart s'est encore plus accentué avec les changements des exigences du haut niveau? Mon sentiment, ça ne va pas faire plaisir, mais j'ai le sentiment qu'on a reculé. Si tu regardes les championnats d'Afrique, regarde bien les gens qui font des médailles. Est-ce que ce sont des gens qui vivent en Afrique? Non. Non. C'est tous des expatriés. On voit même des Congolaises blondes aux yeux bleus. La championne d'Afrique, la moins de 118. Je ne sais pas si tu as vu. Le Tchadien qui était performant, là, il vit en Italie, etc. etc. Aujourd'hui, très clairement, les représentants sur les championnats d'Afrique qui performent sont rarement des Africains qui s'entraînent en France. Donc ça, tu parles de bassin, voilà, c'est le constat d'aujourd'hui. J'ai plus beaucoup de contacts, mais bon, je retourne quand même au Gabon. Je suis retourné à Maurice, et puis j'ai quelques nouvelles du Cameroun. Très clairement, il n'y a pas plus de monde, il n'y a pas plus de tournois, il n'y a pas plus de moyens. Il y a les mêmes problèmes lorsqu'il faut participer à une compétition. On retrouve les mêmes problèmes de per diem, d'argent qui n'arrive pas, etc. Voilà, on est dans la même problématique, sauf qu'il y a moins d'aide. Comme je t'expliquais, à l'époque, il y avait des aides étrangères. Il y avait une politique de l'Union africaine de judo qui était financée par la Confégès, par la coopération française. Il y avait des leaders. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait ces moyens. Or, sans moyens, difficile de faire avancer les hommes. Tu parles un bassin d'entraîneurs, mais pourquoi les entraîneurs vont travailler? Si au bout, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi se faire plaisir pour sortir des champions, il n'y a pas de quoi se faire plaisir pour aller se confronter avec les meilleurs, etc. etc. Donc c'est un tout. Quand je retourne au Gabon, pour moi, c'est bien moins fort que quand j'y étais. C'est évident. À Maurice, je vois bien que les gens performants, ben voilà, c'est des gens qui habitent en France, mais aussi. Voilà. Donc, mon sentiment, ben non, en tout cas pour les pays de l'Afrique subsaharienne, mais je crois que c'est pareil aussi sur les pays du Maghreb, je pense qu'on est plutôt en régression. Voilà, c'est mon sentiment. Ça va pas faire plaisir, hein, mais parce que le contexte n'a pas vraiment évolué. Qu'est-ce qui fait vibrer? J'en reviens. Qu'est-ce qui fait vibrer un athlète? Pourquoi un athlète s'engage? Pourquoi un entraîneur s'engage? Il veut de la reconnaissance. La reconnaissance, elle est quoi? Elle est financière. La reconnaissance, avant tout, elle est médiatique. Elle est vis-à-vis de sa famille. Or, là, aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui permet d'alimenter ces choses-là. Voilà. J'entendais que dans le randonnée que tu as fait avec Serge, tu regrettais le fait qu'il y a
finalement que le judo est assez concentré sur une ville et qu'il n'y a pas assez de tournois. Et je me souviens que Serge a dit, oui, mais à l'époque, il y avait des tournois en province. Oui, mais qui les finançait? Coopération française, je me souviens très bien, à Garoua, à Tchang, c'est nous qui financions. Donc il faut un minimum de finances, il faut une implication. En France, on tourne comment? Ben, on a un gros appui de l'État. Donc quand l'État met de l'argent, ben, ça facilite. Et puis on a quelques financeurs, mais pas assez. Et le judo, ça reste un sport de pauvres, il faut quand même le dire. Donc voilà, c'est pas très facile. Et que, comme je te le disais, l'individu, avant de penser être champion, être fort en judo, bah, très souvent, il pense à lui, à sa carrière, à ce qu'il fera demain. Et tout ça fait que bah, je pense que non, je pense qu'on est sur le recul, en dépit des efforts. Hein. Je ne dis pas que le président actuel ne fait pas des efforts. Je suis même impressionné des fois par rapport à ce qu'on peut faire. J'ai vu que là, on construit à Yaoundé un dojo fédéral, si j'ai bien compris. Bon, c'est un superbe effort. Oui, oui, il est livré déjà. Le jeu Il est est déjà livré, opérationnel. voilà. Donc c'est un superbe effort. Moi je trouve ça. J'avais d'ailleurs, j'avais une initiative un peu en ce sens quand j'y étais. J'avais aménagé une salle au lycée qui est à côté de l'INJS. Je me souviens plus comment il Lycée s'appelle. Leclerc. Au lycée Lycée Leclerc. Voilà, Leclerc. voilà, dans la même idée, j'avais négocié avec le responsable, le proviseur, je crois, tout un étage que j'avais fait aménager. J'avais installé des tapis, on avait mis des protections. Et comme Ediente travaillait en tant que professeur de PS dans le lycée, je me dis que c'était super parce que c'était l'opportunité pour toucher des talents dans la journée. Et puis l'équipe nationale venait. Sauf que dès que je suis parti, Maître Anak a pris les tapis, il les a amenés chez lui et il a ouvert une petite salle de remise en forme pour les mamans. Voilà, le Cameroun et le Cameroun. Voilà. Bon. Et je me suis entraîné à la fois au lycée Leclerc et chez Maître Anak. Voilà, ah ben voilà, tu t'es entraîné des deux côtés. Oui. Bon, ouais, tu connais le contexte. Non, non, non. Bon, pour moi, écoute, on n'a pas progressé. Enfin, on n'a pas progressé. Et si on ne peut pas le quantifier, le mesurer en judo, je te renvoyais, par exemple, en sport, un sport comme l'athlétisme. Tu as encore t'as encore des records de Cameroun qui datent de 30 à 40 ans. Voilà. Donc, si encore des records du Cameroun qui datent de 40 ans, et là, c'est très factuel, on peut le mesurer, c'est que le sport n'est pas une priorité du pays. Donc, c'est difficile Oui, clairement. Clairement. Voilà. C'est ma On a conclusion. un problème on a un problème de compréhension du haut niveau et une compréhension. On s'attendra à ce que, parce que je l'ai dit tout à l'heure, généralement les ministres de sport ne sont pas des passionnés de sport. Ce sont généralement des politiciens qui sont mis en place pour utiliser le véhicule sport, parce que le véhicule sport, c'est un véhicule très affectif, c'est un très bon matériau pour la politique. Mais généralement, ce n'est pas des passionnés. Ça, à la limite, on s'attendrait à ce que ce soit normal. Ce qui est moins normal, c'est ce que les présidents de fédération, ou du moins que les orchestrateurs de ces petits appareils-là dans les fédérations nationales, les fédérations régionales, les fédérations départementales, soient moins avertis et peut-être soient même aussi peu passionnés que les ministres. Ça, par contre, c'est quelque chose qui est surprenant avec le temps et qui finalement nous amène à une situation où on n'arrive pas à animer, parce que ce que tu pointes là, c'est qu'il y a clairement aujourd'hui un problème d'animation. Les gens n'arrivent plus il n'y a plus de raison de pratiquer le judo. Or, pour que les gens pratiquent un sport amateur comme le judo, qui en soi ne peut pas avoir la même promesse que le football, à savoir te nourrir, te rendre, te faire sortir de la pauvreté, faire sortir toute ta famille de la pauvreté, le judo n'a pas cette prétention-là. Donc, il faut vraiment que les incitations à pratiquer le judo soient extrêmement intéressantes pour que les gens acceptent de le pratiquer pendant leurs périodes les plus intéressantes où physiquement ils sont assez en forme, pour après un peu moins pratiquer et laisser d'autres prendre le relais. À ce niveau-là, on continue à échouer. Je pense même que c'est de moins en moins intéressant. C'est le constat que tu as fait. Et tu as pointé du doigt l'une des raisons que je n'arrivais pas à toucher. Parce que je me suis toujours dit, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça semble si peu vivant par rapport à avant? Pourtant, aujourd'hui, comparativement, on est plus nombreux. On est démographiquement plus jeunes.
On a même de, moins d'options en termes de loisirs parce que, par exemple, j'ai vécu à Yaoundé et à Douala. Pour des jeunes adolescents et même des jeunes adultes, il n'y a pas beaucoup de loisirs. Donc, le sport reste le vecteur de loisirs le plus intéressant. Mais pourquoi est-ce que c'est si peu vivant? Et donc, ce que tu as dit tout à l'heure me fait comprendre qu'en fait, tu étais la composante qui permettait de rééquilibrer les forces en présence. Il y avait 4 clubs et à chaque fois, il y avait le président de la fédération était le président de l'un de ces 4 clubs. Et on le sait tous, le pouvoir, le bris et tout le reste, tu as tendance à favoriser tes gens et tout ça. Mais tu étais un contre-pouvoir qui a réussi à rééquilibrer les choses et qui a réussi à rendre l'enjeu sportif vraiment intéressant et qui a stimulé les choses. Donc maintenant, vraiment, je suis content que nos auditeurs soient capables de se rendre compte de pourquoi ça marchait si bien avant, de pourquoi les gens, quand ils disent avant les années 90 au judo, on aimait pratiquer parce que les gens parlent de ces légendes-là. Et ces légendes-là n'étaient possibles que parce que tu étais là pour donner un semblant d'équité à tous ces enjeux sportifs. Maintenant, la question que j'aimerais te poser qui va peut-être te gêner, c'est si aujourd'hui tu étais à la tête d'une de nos fédérations, parce que tu connais quand même bien l'Afrique, Léopold et Jean-Claude t'ont très bien formé, et puis d'autres aussi. D'autres aussi, Quels oui. seraient, quels seraient les chantiers les plus urgents selon toi? Oui, tu as dit que c'est une question qui allait me gêner, oui, elle me gêne. Non, je pense que je connais plus assez déjà parce que déjà je suis pas président, je suis un technicien, je me suis présenté comme tel. Je suis vraiment un technicien, moi. La politique ne m'intéresse pas. Euh, Qu'est-ce que je vois des présidents qui réussissent en France? Je vais te faire la réponse comme ça. Ceux qui réussissent, finalement, c'est ceux qui, et ça ne va pas te surprendre, c'est une banalité que je vais dire, mais ce sont ceux qui ont du réseau, de l'influence, et qui utilisent ce réseau et cette influence au bénéfice de leur sport, très clairement. Et ils s'appuient sur qui? Sur des techniciens. Ces gens qui ont de l'influence, qui ont du réseau, ils n'influent pas sur la politique du sport, sur les décisions techniques. Ils nous laissent libres. Les sélections, c'est notre problème. Il n'y aura jamais d'influence. Les choix, les projets. Par contre, ils sont en capacité à nous amener les moyens, bien sûr financiers, mais humains, de réseau, de connaissances, pour pouvoir construire. Donc, ça ne serait pas moi le président, puisque je n'ai pas ce réseau et je n'ai pas cette fibre-là. Mais il faudrait, et puis, il faut que ce soit aussi des gens désintéressés ou alors qui peuvent trouver leur intérêt. C'est humain, d'accord? Mais que leur intérêt ne soit pas la composante majeure de leur motivation et de leur action. Voilà. Un bon président, je crois que c'est ça. Si je prends le président de la région, l'Île-de-France, c'est un gars qui a un super réseau, qui sait aller chercher politique, il sait aller chercher les subventions à tous les niveaux, ville, département, région, il est là. Il a un autre réseau sur les privés, et puis on n'a jamais de problème d'argent pour mettre en place nos projets. Et nos projets, c'est pas pour que les gens s'enregistrent, non, c'est toujours au bénéfice de l'athlète, des jeunes, de la formation, c'est-à-dire beaucoup pour le sportif. Voilà. Donc pour moi, un grand président, c'est ça. Je pense que le président de la Fédération française là, qui a été élu, je crois qu'il a été élu un peu sur la même promesse. Moi, chef d'entreprise, je suis en capacité de vous amener un réseau, je suis en capacité de vous amener des financeurs qui vont vous permettre de faire connaître mon activité et créer de l'activité pour répondre aux diverses motivations des pratiquants et des humains. Donc je crois que c'est ça le vrai profil. Maintenant, la grande difficulté, c'est qu'on n'a pas ça dans les ressources du judo en Afrique. On n'a pas ça.
parce qu'il y a d'autres difficultés, il y a d'autres modes de pensée. Je pense que pour arriver là, bah, faut être dans un pays un petit peu nanti, quelque part. C'est pas. Je pense que avoir ces envies-là, c'est quand on a déjà assouvi tous les autres besoins. Donc souvent je me disais, mais à quoi sert le sport dans les pays en développement? C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Parce que comme je te disais au début, c'est pas la priorité. Voilà, donc quel est Pourtant, ça devrait l'être. Alors, le sport a un grand rôle, hein, un rôle éducatif, c'est évident. Il est formateur sur la mentalité, c'est très puissant. Sur le physique, tu l'as cité au début, je suis d'accord, ça devrait. Mais tu sais, on parle des motivations. On dit toujours que l'être humain avance à partir du moment où il a son toit, où il sait où il dort et où c'est ce qu'il mange. Ce qui a été mon approche personnelle avec les athlètes du Cameroun et en Afrique. Voilà, je m'étais dit, il faut assouvir les besoins premiers, et voilà, quand les besoins premiers sont assouvis, à ce moment-là, tu peux commencer à penser au loisir ou à autre chose. Donc, il faudra un président qui aurait cette capacité, mais compte tenu du tissu économique, compte tenu des mentalités, compte tenu des croyances, on sait très bien que ça fonctionne pas comme ça au Cameroun. On sait très bien que, bien sûr, on donne, bien sûr, on apporte, mais on n'apporte pas au sport. On apporte son village, c'est ce que j'ai compris. On s'apporte oui, à son ethnie, au sien, à sa famille. On donne, on fonctionne comme ça, mais on ne fonctionne pas pour le sport. Or, en France, on fonctionne, tu sais, ce réflexe de dire, je suis à mon poste, je vais apporter à mon village. Ça, c'est très, voilà, c'est les réflexes que j'ai vus au Cameroun. Bah, en France, je suis dans le lien, je vais apporter à mon sport. C'est le même truc, mais on n'apporte pas la même chose. Voilà pourquoi je crois que ça fonctionne d'un côté et que ça ne fonctionne pas de l'autre. Problème de mentalité. C'est vrai. Voilà, un problème de mentalité. C'est bien les mêmes réflexes, c'est bien les mêmes motivations de vouloir redonner, de vouloir faire grandir les gens. Mais il y en a un, c'est envers une population, voilà, et puis et l'autre, c'est par rapport à autre chose. Donc c'est pour ça que le sport, c'est Parce que difficile. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et la question, tout à l'heure, quand je disais, pourtant ça devrait l'être, en fait, ce à quoi je pensais, c'était que pour les petites nations, et il y a des nations comme Cuba et d'autres qui l'ont très bien compris, pour les petites nations qui ne peuvent pas exister, qui ne peuvent pas proposer un modèle de société très attractif dans le Conseil des Nations, l'une des voies que ces nations ont dans le Conseil des Nations, c'est le soft power, mais c'est le soft power par le sport. J'avais fait un jeu, je m'étais amusé il y a quelques années à demander à des amis. Je leur ai dit, est-ce que je leur ai montré quelques pays et je leur ai demandé d'imaginer le pays le plus grand géographiquement. Je parlais de la Suisse, de la Jamaïque, du Cameroun. Et pour la plupart des personnes que j'ai interrogées, la Suisse était plus grande que le Cameroun, la Jamaïque était plus grande que le Cameroun. Mais en réalité, l'impression qu'ils avaient n'était pas liée en tant que telle au fait ils ont une idée de la superficie de la Suisse ou de la Confédération suisse ou de la Jamaïque, non. C'est simplement que le rayonnement de la Suisse, le rayonnement de la Jamaïque était tel qu'ils avaient l'impression que la Jamaïque était beaucoup plus grande que le Cameroun. Donc, les petites nations comme le Cameroun ont tout à gagner à investir un peu d'argent pour rayonner dans le Conseil des Nations en utilisant le sport. Le sport est comme une sorte de raccourci. On le comprend mal ou alors on n'arrive pas à le mettre comme étant une priorité parce qu'il faut le dire, on a peut-être d'autres challenges qui font que rayonner dans le Conseil des Nations, ce n'est pas notre priorité. Mais on devrait l'être. Ayant été sportif de haut niveau, je pense que ça devrait être une priorité. Oui, bon, mais là, oui, je confirme. et maintenant, ça m'amène. Oui, excuse-moi, oui, tu parlais de Cuba, oui, bon, moins aujourd'hui, mais très clairement, il y a un moment, Cuba utilisait le sport et ses sportifs comme le soft power, oui, pour, euh, pour montrer une image de succès, de puissance, etc. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Et finalement, ça coûte pas cher quelque part. Ah ouais. Je t'ai coupé, Je me excuse-moi. rappelle
je me rappelle quand on voulait, au tout début, quand on venait d'obtenir l'organisation de la CAN, je pense qu'à l'époque, c'était la CAN 2019. Elle est devenue CAN 2021 par la force des choses. Je l'avais dit à beaucoup d'amis et je le pense toujours. Si on voulait faire du soft power par le sport, organiser une CAN n'était pas la façon la plus maligne de le faire. On aurait pu prendre tout cet argent, financer notre mouvement olympique et faire en sorte qu'on soit compétitif pendant au moins 2 Olympiades. Avec ce budget-là, on aurait pu y arriver assez aisément. Mais clairement, on a vraiment un problème de conception, d'architecture, de comment est-ce qu'on va arriver à rayonner en utilisant les outils les matériaux qu'on a entre nos mains. C'est clair, c'est pas un problème. Mais ça, on vient de clôturer l'épisode Cameroun, l'épisode de Frédéric Fayet au Cameroun. J'aimerais te parler de quelques sujets dans le judo mondial et peut-être même le judo français. Le premier sujet, c'est peut-être quelque chose dont tu as entendu parler, l'académie des entraîneurs que la Fédération internationale a mise en place. Je pense que la première promotion, c'était en 2013. Quel est ton avis sur cette académie-là? Parce que je vais te mettre un peu, je vais enrichir le contexte en disant, il se murmure dans les couloirs qu'à partir d'une certaine année, pour être entraîneur pendant un tournoi FIGE, donc pendant un tournoi de l'IGF Tour, il faudrait être diplômé de cette académie. C'est dans les couloirs, c'est dans les bacs. Ça semble être vraiment ça. Voilà. Donc, premièrement, quelle est ton impression de cette académie? Est-ce que tu as eu à regarder un peu qu'est-ce qu'ils ont dans le syllabus et tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je n'ai pas regardé ça de près. Bon, en effet, j'ai même information que toi. Si on va aller sur la chaise de coach au niveau international, il faudra suivre une formation payante. 900 €, si j'ai bien compris, ou 900 $, quelque chose comme ça. Ça va dans le sens de ce que je t'expliquais en début. Je trouve que la fédération internationale essaie de mettre en place un système business pour récupérer des fonds sur des gens qui n'en ont pas. Voilà. Donc, quant au contenu, je doute fort que le contenu soit particulièrement intéressant. Compte tenu du volume horaire, compte tenu que je crois qu'une partie de la formation est en distanciel. Enfin, voilà, je n'ai pas les détails, mais à mon avis, c'est une histoire de contrôle, de business, comme voilà, ni plus ni moins. Je ne pense pas que ça a un intérêt pour le développement et pour l'amélioration du judo. C'est ma vision. Et qu'est-ce qui va se passer pour les entraîneurs du circuit français? Est-ce qu'ils vont faire cette formation? Est-ce qu'il y a comme... Oui, il y a 2 types d'entraîneurs. Bon, il y aura les entraîneurs nationaux. Bon, ça sera forcément financé par la fédération. OK. Puis ensuite, il faut savoir que nous, on a les entraîneurs de grands clubs qui vont sur les Coupes d'Europe. C'est-à-dire qu'ils demandent la permission à la fédération de pouvoir faire la compétition. Et en tant que professeur de club, ils montent sur la chaise. Et bien, cela, ça sera au club de payer ou à l'entraîneur de payer. Alors, dans les recherches de solutions, je crois qu'il faut savoir que chez nous, chaque individu a ce qu'on appelle accumule, quand il travaille, un compte personnel de formation. C'est-à-dire que quand tu as un employé, chaque mois, on te retire de ta fiche de paye une petite somme, c'est obligatoire, et ça se positionne sur un fonds qui est censé te permettre de financer des formations. Je crois que la Fédération française est à l'étude, essayer de voir s'il y aurait un moyen pour nos professeurs de club de pouvoir utiliser ce compte qui finalement est peu utilisé pour financer une partie de cette formation, qui est de fait obligatoire. Bon, après, maintenant, on peut quand même se poser la question, est-ce que du coach et de l'utilité du coach sur la chaise, à partir du moment où il n'a pas le droit de dire un mot. Parce que si on compare les époques, à mon époque, on pouvait parler, on pouvait encourager. Aujourd'hui, bon, l'entraîneur, il est utile avant, oui, d'accord, dans la chambre d'appel, il est utile. À partir du moment où le gars monte sur le tapis, bah, tu ne peux plus rien dire. Au maté,
Je vois pas, stratégiquement, c'est quand même difficile de changer le cours d'un combat. Donc, éventuellement, oui, c'est un petit soutien moral, mais je dirais que le rôle du coach a fortement diminué. Donc, finalement, on va faire payer une formation à un coach qui a de moins en moins, dans le contexte actuel, d'utilité. On en pense qu'on en veut. Moi, j'en pense pas que du bien. Oui, parce Ouais. que on voit clairement qu'on est en train de migrer vers le modèle du tennis. Oui. Parce que on est en train de migrer vers le modèle où on n'aura plus de coaching, ou du moins du coaching au sens traditionnel, peut-être du coaching entre les combats, dans la préparation, la mise en place tactique de game plan avant les combats, peut-être pour débriefer après les combats. Mais pendant le combat où c'est parfois un peu intense, ça, on aura vraiment le modèle tennis. Peut-être que dans un avenir assez proche, on aura les coachs dans les gradins avec interdiction d'envoyer des consignes tactiques, des trucs du genre. C'est une évolution. Honnêtement, je ne sais pas trop quelle est la motivation derrière, parce que j'ai très bien compris le pourquoi on a privilégié un arbitrage qui favorise les attaques. Ça, c'est pour que ce soit télégénique, d'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on a bridé la parole des coachs? Je n'ai vraiment aucune idée. Est-ce que toi, tu as une idée? Non, non, non. Alors, tu parlais d'image. Je pense que à partir du moment où on cherche des sponsors, l'image est importante. Je pense que l'image des coachs qui crient, c'était peut-être jugé comme préjudiciable à l'image de notre sport. C'est aussi pour ça qu'on nous a imposé le costume, les cravates. Voilà, on voit bien qu'on est dans la communication. Voilà. Euh, Pour le reste, je ne sais pas trop, mais je te rejoins dans le sens où je trouve que aujourd'hui, le rôle du coach, c'est essentiellement juste avant, après, comme tu l'as dit, mais que pendant, aujourd'hui, de toute façon, si tu parles, tu prends un carton et tu repars dans les gradins. Et tu termines ta journée dans les gradins. Donc, voilà. Bon, oui, non, le rôle du coach est fortement diminué. Mais après, d'un autre côté, c'est peut-être pas plus mal, parce que ça oblige en amont au coach, comme je te l'expliquais, de former ton athlète, de ne pas le téléguider, mais bien de lui donner les armes qui lui permettront de pouvoir agir en autonomie face aux opportunités et aux difficultés que peuvent représenter le combat. Et aujourd'hui, à l'approche des... Parce que quand tu étais au Cameroun, tu étais préparateur physique, tu étais entraîneur, tu couvrais tous les spectres possibles de la compétition. Aujourd'hui, est-ce que tu es toujours préparateur physique dans ton club? Et si oui, à quel point les protocoles ont changé par rapport à changement de la physionomie? Je rappelle qu'avant, on faisait des combats en 5 minutes, chrono-stop. Aujourd'hui, on fait des combats en 4 minutes, mais il y a un golden score qui est illimité. Et donc, physiquement, ça change la physionomie de la compétition parce que il faut maintenant se préparer à faire et 4 minutes étant très court, on a de plus en plus de temps qui s'accumule au niveau des golden scores. Donc, statistiquement, on se retrouve avec des combats de plus en plus longs, finalement. Moi, je ne vais pas pouvoir bien te répondre parce que moi, aujourd'hui, je ne fais. Disons que je joue plus mon rôle d'intermédiaire. C'est-à-dire que je n'emmène plus les sportifs de haut niveau, je les accompagne plus quand ils sont au haut niveau. Mon rôle, c'est qu'ils atteignent un niveau national dans les 3 premiers, 5 premiers, et après, je vais les placer dans les structures, et les meilleures structures qu'on puisse avoir, ce qu'on appelle, nous, les pôles, Pôle Espoir, Pôle France, voire INSEP. Donc, mon action réelle aujourd'hui, j'ai une action technico-tactique, ça, je le garde. L'aspect préparation physique, j'ai vraiment pris du recul, et préparation mentale. En tout cas, j'explique quels sont les outils possibles, mais je ne conduis, voilà, je ne fais plus du tout cette action. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, moi, je ne me suis pas pleinement ou complètement penché à ces problématiques liées au changement de règles. Bon, tu as cité les changements de règles, mais il n'y a pas que les changements de règles, il y a aussi les profils des compétiteurs. Forcément, quand tu as un compétiteur explosif, tu n'auras pas la même, en dépit du règlement qui se modifie, tu n'auras pas la même approche que si tu as un gars endurant. Voilà. Donc,
Je dirais que les grandes règles. Alors, les grandes règles de préparation, ça reste les mêmes. Les règles de base. Elles n'ont pas changé. Là-dessus, ton schéma reste quand même toujours à peu près le même. Je vais faire très simple, une préparation généralisée, une préparation un petit peu plus spécifique, et puis une sorte d'affûtage. On reste toujours dans ces problématiques, et puis on essaie de... la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut être en forme à peu près un peu tout au long de l'année, qu'à l'époque, on avait moins de championnats, et on essayait de se préparer plus pour le jour J. C'est moins vrai aujourd'hui, parce que tu as beaucoup de tournois européens, beaucoup de tournois mondiaux, et il faut tenir un petit peu plus longtemps. Bon, moi, j'ai réglé le problème de la chose suivante. Je m'intéresse beaucoup moins à ces aspects très spécifiques. Je fais du judo, et puis je développe la force, je développe la vitesse, je développe l'endurance, tu vois, je les développe séparément, mais je vais pas, j'approfondis pas aujourd'hui pour essayer de préparer spécifiquement les gens sur, sur un objectif. Quand ils sont très bons, je les envoie à l'INSEP, et comme je t'expliquais, ou je les mets dans les grands clubs avec des contrats. Parce que moi, mon objectif, c'est que mes athlètes ne vivent pas ce que moi j'ai pu vivre à mon époque, parce que les époques évoluent, on était payés dessous de la table, et puis on n'avait pas de contrat. Moi, aujourd'hui, quand ils sont bons, quand ils ont un niveau international, je vais voir les grands clubs, parce qu'en général, ils viennent tous te voir. Je le veux, je le veux, je le veux. OK, mais combien, quel contrat, dans quelles conditions, etc., etc. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, je les libère, et donc je m'occupe plus de la préparation très pointue. Voilà, je m'en suis un peu détaché. Voilà. Et donc, ça veut dire que la plupart des athlètes de haut niveau en France sont des professionnels. Pour les meilleurs, alors oui, il y a vraiment, je dirais qu'il y a trois profils. Tu as le top du top qui gagnent très bien leur vie. Ils sont très peu. J'aurais même, il y en a deux. C'est pas des footballeurs, mais ils sont pas. Rina Et Clarisse. et Clarisse. Ouais, voilà, tu as les deux. Après, tu en as une quinzaine qui gagnent bien leur vie, c'est-à-dire mieux qu'un ingénieur. Voilà, une quinzaine, 2 fois le salaire d'un ingénieur, on va dire ça comme ça. Et puis après, tous les autres, c'est des qui sont pourtant très bons, qui gagnent pas grand-chose. Voilà. Et on est sur des salaires de 2500 euros, plus un appartement, ce qui te permet quand même d'avoir la liberté de s'entraîner sans se poser la question où est-ce que je vais dormir ce soir et qu'est-ce que je vais manger. Mais ils ne sont pas si riches que ça, et ça reste la vérité du judo. C'est pour ça que je te disais que quand on demande, quand la Fédération internationale met tout payant, et que les ressources ne sont pas si grandes que ça, y compris pour les clubs, parce qu'on ne draine pas tellement les firmes, les entreprises, on les attire pas tant que ça. On n'a pas tellement de privés. Bon, ok, Clarisse s'était dit, on des sponsors privés. Ils vendent des voitures, etc., mais pas les autres. Donc c'est difficile. Même en France. Voilà, ça te donne un peu les grilles. Je te dis, tu en as deux, je sais même pas, voilà, tu en as une quinzaine, ils sont bien. Et puis tous les autres, c'est pas facile, quoi. Voilà. Tu peux être champion de France Et qu'est-ce qui explique le succès de Didier et de Clarisse et pas sur les 15 qui sont derrière? Parce que alors, est-ce que c'est seulement le fait qu'ils soient si forts que ça? Est-ce que c'est seulement la partie sportive? Est-ce qu'il y a autre chose? bon, moi, je crois que Teddy, il y a quand même c'est l'image du colosse. Donc, en termes d'image, tu sais qu'on est dans un monde de communication, en termes d'image, voilà. Mais on a vu le phénomène avec David Douillet avant. Il bénéficie aussi de l'héritage de David Douillet. David Douillet qui avait déjà l'image du colosse, qui avait déjà réussi à attirer pas mal de financeurs, qui a réussi sa carrière politique, et puis arrive encore un, encore plus gros, encore plus grand. Donc forcément, pour lui, ça explique ça. On l'a aussi vu avec Chabal. Oui, par exemple. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est l'image du colosse, comme tu dis, l'homme fort, et ça plaît toujours. Clarisse, je ne sais pas. Clarisse, je pense que déjà, parce que ce qu'elle fait, c'est absolument extraordinaire, et puis parce que je pense que ça a certainement été une fille très intelligente,
qui a su s'entourer, qui a su développer un réseau, qui a su entretenir, renvoyer l'ascenseur. C'est quelqu'un aussi qui n'est pas du tout, qui est très abordable. Tu vois, une Clarisse, bon, moi je l'ai encadrée quand elle était petite, c'est dans les stages en Ile-de-France, minime, cadet, je ne l'ai pas trop revue après, franchement elle me croise, elle te fait la bise et tu as l'impression que c'est, voilà, alors que c'est une immense championne. Bon, je Je peux crois le que ça a été ça. confirmer. J'ai pu lui écrire, on s'est parlé tranquille. Voilà, voilà, c'est quelqu'un d'une simplicité très abordable et en même temps, ses performances sont extraordinaires. Pour moi, plus grande qu'un Teddy Riner, je vais te dire pourquoi. Parce que même si son palmarès est un peu moindre, elle est quand même dans une catégorie où il y a toutes les filles. Et au milieu, tu connais la fameuse courbe de Gauss, bah, les lourds, ils ne sont pas tant que ça, les légers ne sont pas tant que ça, et puis au milieu, ils sont tous là. Et elle réussit, et elle recommence à réussir, et puis elle est maligne, tu vois. Bon, on me racontait, entre deux combats, elle était capable de communiquer via ses réseaux sociaux pour mettre en avant son sponsor, ce genre de choses. Voilà, elle est professionnelle. Je pense qu'elle est bien encadrée aussi, certainement. Ça, voilà, je ne suis pas suffisamment proche pour savoir, mais je pense que sa réussite, c'est d'abord, bien sûr, une réussite sportive, et puis ensuite, c'est aussi une intelligence de gestion. Voilà. Et puis, être abordable, souriant, et puis être capable voilà, d'avoir un aura, ce qu'on appelle le charisme, tout simplement. Voilà, les gens Et t'aiment. en abordant le sujet de Clarisse et de Teddy, ça me fait penser à un sujet qui a fait polémique il n'y a pas longtemps à propos du textile dans des judogi. Pour le contexte, aujourd'hui, on a la Fédération française habille ses judokas en Adidas. Il y a quelques mois, il y a quelques années, c'était un Mizuno. Mizuno est venu casser le contrat en Adidas. Adidas avait des contrats personnels avec beaucoup d'athlètes qui ont été contraints de changer d'équipementier. Puis on est revenu à Adidas en recréant les mêmes problèmes. Et dans le même temps, Teddy Riner, propriétaire d'une marque qui est accréditée au niveau FIGE et qui l'a porté même pendant les Jeux Olympiques. Je crois que la marque s'appelle, ça va être le signe R, je crois que c'est combat, quelque chose comme ça. Où est-ce que la situation en est aujourd'hui? Comment est-ce que les clubs le vivent? Parce que, est-ce que ça peut quand même, ça crée des frictions et ça peut créer des frictions à la limite. Comment est-ce que ça gère actuellement? Écoute, moi, je ne peux pas trop t'en parler parce que je suis un cadre technique de la fédération. Donc, je me dois une grande neutralité. Je n'ai pas bien compris l'affaire. Voilà. Je suis obligé de te dire ça. Je n'ai pas bien compris l'affaire. J'ai bien compris qu'il y a deux positions. J'ai bien compris qu'il y a la position d'un athlète, Clarisse, qui dit mais l'autre a le droit de faire, pourquoi j'ai pas le droit de le faire? Voilà on le fait très simple. Et l'autre gagne de l'argent avec, et pourquoi moi je gagne pas l'argent? Et puis il y a la position de la fédération qui lui a négocié en tant que sponsor, qui a négocié l'image de l'équipe de France en Adidas et qui se trouve dans l'impossibilité de donner la possibilité à un athlète de le faire. Bon, j'ai entendu la réponse du DTN qui a dit oui, mais il y en a un qui a négocié et pas l'autre. Voilà ce que moi j'ai entendu. Et après, je ne sais rien d'autre. Voilà. Alors maintenant, c'est en fonction de ses sensibilités. Il y en a, je crois que si on est pro-fédé, ben, on va comprendre le problème de la fédération, qui a besoin de sous, qui a besoin de donc, négocier avec ses sponsors. Et il faut qu'ils vendent. Et ils vendent quoi? Ben, ils vendent l'image. Ils vendent l'image de ses champions et de son équipe de France. Et puis on peut bien comprendre en face le problème d'athlètes, qui eux aussi veulent vendre leur image, parfois leur propre image, et que ce n'est pas le même intérêt que la fédé. Après, vraiment, les dessous, je ne les connais pas. Voilà, mais c'est vrai qu'on peut se poser des Ce questions. qui est bien, ce qui est bien, c'est qu'au Cameroun, on n'a pas encore ce genre de problème. C'est clair. euh, mais du coup, aujourd'hui, tu as ta fille qui est en train d'arriver, qui apparemment montre des signes de quelqu'un qui peut faire quelque chose. Il y a du Quelle potentiel. est euh, quelle est quelle est ta vision dans les années à venir pour le haut niveau africain, le haut niveau français, du moins, pour le matériau que tu vois actuellement, comment tu penses que ça va évoluer? Bon, en France, on ne sait pas trop.
Je sais que notre président, Nomis actuel, aimerait une évolution de notre fonctionnement vers la professionnalisation. Tu sais qu'il a mis en place une ligue professionnelle en France, c'est-à-dire un deuxième championnat dit pro, avec d'autres règles d'appartenance, système dans lequel on peut appeler des compétiteurs à faire une action ponctuelle et être payé. Je crois que dans son modèle, c'est le modèle du basket, avec des clubs pro qui grandiraient, qui auraient des moyens financiers assez importants et qui créeraient leur propre école de formation, leur école pro pour les jeunes. Si toutefois cette perspective devait un jour aboutir, c'est vrai que ça remettrait en cause notre système actuel, qui est un système qui s'appuie énormément sur l'État, sur les subventions de l'État, avec des pôles et avec des financements, je te dis, étatiques. Bon, est-ce que la vision du président Nomis est novatrice? Est-ce qu'elle va pouvoir casser les barrières? Parce qu'on parlait de tradition au Cameroun, mais on a aussi nos traditions dans le judo, hein, en France. Est-ce que sa vision va aboutir? Est-ce qu'il va réussir à drainer les entreprises derrière lui, les finances? Parce que quand on va aller vers la Ligue Pro, quand on va aller vers cette vision un peu plus professionnelle d'un judo à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y aurait vraiment un judo de compétiteurs, de professionnels, et il y aura un autre judo qui n'a rien à voir, qui est un judo de remise en forme, un judo qui correspond au projet qu'on développe, là, dit de Taiso. Donc, c'est un peu, on fait de la gym à base de mouvements de judo. La vision de self-défense, la vision de multiplication des formes de judo. Il y aurait ça en bas pour tout le monde, et puis il y aurait les professionnels, et il y aurait peu de passerelles finalement entre les deux. C'est sa vision. Je sais pas si on va y arriver. Bon, ceux qui sont pour, et j'en fais un peu partie, ben, je me dis que ça peut être une solution pour justement les gens qui ne gagnent pas vraiment leur vie alors qu'ils s'investissent, dont je te parlais tout à l'heure, ces gens qui ne gagnent pas grand-chose mais qui sont quand même très bons. Je pense que ça pourrait vraiment leur apporter une motivation à aller plus loin. Et ça nous permettrait d'avoir des gens plus sereins, des compétiteurs. Bon, il y a d'autres personnes qui ont une autre vision, qui disent que le judo, ça a des valeurs éducatives, que ça casserait le système, ça casserait l'essence même du judo. Bon, comme je suis plutôt favorable à cette idée de professionnalisation, j'ai un peu plus de mal à comprendre l'argument ou les arguments qu'il peut y avoir de l'autre côté. Mais je pense que c'est un challenge très, très difficile parce qu'on voit bien que pour mettre en place la Ligue Pro, notre président Nomis voulait trouver 16 clubs qui s'engagent à payer les athlètes, qui s'engagent à payer une licence, parce qu'en fait, c'est un système de licence. Tu payes ta licence qui permet de rentrer dans le championnat. Je me souviens plus le coût de la licence. C'est 300 000 euros au départ. Ça a dû descendre à 100 000 euros, je crois. Voilà, tu payais ta licence, c'était ton bien, et puis tu avais le droit d'aller là-dedans. Bon, est-ce que c'est pas trop tôt? J'en sais rien. Est-ce que le judo serait en capacité de faire venir ces annonceurs? L'idée, c'était réussir ce qu'on appelle un peu la régionalisation, c'est-à-dire faire venir des entreprises qui ont une identité régionale forte, auquel cas ben, ça pourrait créer une émulation régionale. Tu sais, je te parlais des 4 clubs avec l'émulation, c'est un peu la même idée, hein, l'émulation entre régions qui permet de faire monter. Bon, sur le papier, c'est beau. Dans la pratique, là, on voit que nous, on a des difficultés à démarrer là-dessus. Voilà pour le haut niveau français. Pour le reste, ce qui est international, je ne maîtrise pas du tout. Tu sais que voilà, c'est pas à mon niveau. Je crois que c'est même pas au niveau c'est même pas au niveau du président de la Fédération française. Ça se passe en d'autres lieux et on ne sait pas trop comment. Surtout qu'actuellement, on est dans un contexte particulier. Il y a des sports comme le sambo et le MMA qui sont en plein développement et qui ont tendance à recruter parce que ce sont des sports qui ne sont pas très loin du judo, donc qui ont une capacité à utiliser le matériel judo.
Et on le voit, la FIGE a mis à jour quelques notes pour dire, bon voilà, si tu participes à tel sport sans demander l'autorisation explicite, tu es passible d'être sanctionné. On a eu beaucoup d'athlètes qui ont été sanctionnés. On en a même qui ont dû arrêter leur carrière, je pense particulièrement à Kayla Harrison, la 68 américaine, qui a dû arrêter parce que c'était impossible pour elle de faire les deux. Elle aimait beaucoup le judo, mais comme ce n'était pas possible, elle a dit, bon, je me concentre sur le MMA. J'essaie de gagner un peu de sous avant que ma capacité à gagner des sous ne diminue. Donc, on est vraiment dans un contexte où le judo, dans sa capacité à attirer les gens, est en train de perdre pied. Il y a des sports plus flamboyants actuellement et c'est un vrai défi. Je vais te faire une confidence. Au Cameroun actuellement, quasiment tous les pratiquants de judo sont pratiquants de sambo. Et pourtant, il n'y a aucune école de mini sambo. Donc, il n'y a aucune école qui forme le sambo en général. Donc, tous les gars qui sont en compétition, on a des situations cocasses où tel gars lutte le samedi en judo, le dimanche, il lutte en sambo. Et parfois, il accepte même de prendre des sanctions au niveau de l'Africa Judo, quitte à aller faire un tournoi en sambo, parce qu'il a l'impression qu'en sambo, il y a plus d'opportunités. Donc ça, c'était vraiment pour enrichir le contexte de ce que tu disais. Ouais, mais ceci, sur l'exemple que tu donnes, le sambo, moi, je m'interroge et je pense que là, on est dans le soft power dont tu parlais. Le sambo vient d'où? De quel De la pays? Russie. De la Russie. Merci. Ça vient de la Russie. Donc, comme je t'ai dit, les Avec Camerounais. l'ambition d'être un sport olympique dans quelques années. Oui, mais bon, compte tenu du contexte, Ça va être un peu plus difficile quand même. voilà, on est bien d'accord. Bon, le Camerounais n'est pas bête. Il aime voyager. Si on lui donne une opportunité de voyager, sachant que quand même, réussir en sambo, c'est un petit peu plus facile que réussir au judo, tu peux comprendre qu'il y a un certain engouement. On sache que ça ne dépasse pas les frontières. En tout cas, on n'entend pas du tout parler de ça en Europe. Voilà. On sait très bien que l'Afrique est un théâtre d'enjeux, d'influence. Je pense que ça fait partie du soft power dont tu parlais tout à l'heure. Et voilà. Et après, je te dis, il y a les opportunités. Voilà, l'opportunité fait le larron, comme on dit. Bon, ben, le Camerounais, il fait du judo. S'il sait qu'il y a une solution plutôt facile et qu'on peut voyager, je pense qu'il ne va pas s'en priver. Et puis, il aurait bien tort de ne pas utiliser l'opportunité. Maintenant, le MMA. Bon, le MMA, bah, ça fait déjà un moment. Regarde, moi, j'ai entraîné Thierry Nkamwa, Sokoju. D'accord? Bah, Thierry, il a, il a gagné sa vie en basculant sur MMA. Et je l'ai eu quelques fois. D'ailleurs, il est très fidèle parce que pendant longtemps, il m'a envoyé des petits SMS et longtemps après. Bon, sauf que le MMA, c'est vraiment pour les guerriers. Tu vois? Tu parles. Moi, je ne crois pas du tout à l'explosion du MMA. Oui, ça marche bien. Oui, ça attire. Enfin, ils prennent un KO, deux KO, et la carrière est finie. Tu es d'accord avec moi? Donc, ça reste quand même, ça reste limité. Ça fait rêver, ça peut faire rêver. Il y a des fonds. Moi, Thierry m'a confirmé qu'on gagne beaucoup d'argent, d'accord? Mais je pense que quand les gars, ils en prennent une patate, deux patates, trois patates, il n'y en a peut-être pas tant que ça qui, d'accord? Voilà. Et en France, c'est tout à fait ça. Dans les quartiers, tu sais, défavorisés. Ouais, je vais faire de MMA, ils en prennent deux et ils reviennent au judo. Parce que deux KO, crois-moi, ça fait un peu mal. Voilà, voilà. Bon, c'est un peu Ou une côte brisée. voilà, ou tout brisé. Bon, voilà. Donc, allez, le MMA, je veux bien pour vraiment voilà, les gars qui en veulent. Le sambo, j'y crois pas beaucoup. On est dans un contexte compliqué. Ça retombera certainement très, très vite. Euh, En tout cas, il faut l'espérer parce que je pense que ce n'est pas des bonnes utilisations du sport. Si on parlait de soft power, mais moi, je préfère qu'on fasse ce sport pour l'amour du sport, pour l'amour de la confrontation avec des règles claires. Et voilà. Ça, c'est de la politique. Ça existe. Exactement. C'est ça, presque notre mot de fin. Est-ce que tu avais des conseils à donner à ces jeunes pratiquants, ces jeunes judokas
qui aujourd'hui regardent ta carrière avec envie. Et même tes anciens élèves, est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Bah, oui, ne jamais se décourager, toujours se relever quand on tombe, mais c'est ce qu'on apprend au judo, mais c'est ça dans la vie. Le judo, ça vous apprend ça. Euh, voilà, toujours se relever, toujours croire en soi, vivre, vivre pleinement, et puis s'enrichir des belles valeurs du judo, parce que le judo, oui, c'est la compétition, oui, c'est la gagne, oui, c'est l'émotion, mais le judo, c'est plus que ça, c'est la compréhension de l'humain, c'est la compréhension des relations, on ne fait pas le judo tout seul, donc on s'adapte. Voilà, c'est la compréhension des situations, et finalement, au-delà de l'argent, parce qu'on a parlé un peu d'argent, des moyens, bah, le judo, ça t'enrichit par bien d'autres valeurs. Tu en as fait allusion tout à l'heure. On se sent plus confiant, on est plus costaud, on ressent mieux les gens, mieux les situations. Et puis sur les coups durs, quand on a appris à se relever X fois grâce au judo, eh bien on ne s'effondre pas et dans la vie on rebondit et on avance. Voilà, donc ne lâchez rien et, euh, et profitez au maximum de ce sport riche et intéressant. Voilà, c'est tout simple, mais je pense que c'est ça qui fait vivre. Voilà, voilà. Et ce sera notre mot de la fin. C'était Ok, Randori avec Alexis, avec Maître Frédéric Fayet, bah, je te remercie. immense champion, immense pollinisateur du judo camerounais. Il a été à la barre et à la manœuvre du judo dans beaucoup de pays africains. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui je vous parle, parce qu'il a connu des hommes qui m'ont rencontré, qui m'ont aidé, qui m'ont développé. Donc je veux profiter pour te dire encore merci, Maître Fayet. Merci pour cette passion que tu as pu transmettre, qui est arrivée jusqu'à moi et qui est arrivée jusqu'à un bon nombre d'élèves. Et je te souhaite bon vent pour la suite. Et on te dit au revoir. Et j'espère qu'on se refera un autre rendez-vous.